ça fait 650 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec un EBIT des profits de 267 millions, ce qui fait une marge de 42%. Par comparaison, Apple, qui ont aussi un énorme pricing power et qui peuvent vendre très cher, c'est 32%. Donc très très rentable, avec une énorme croissance. En 10 ans, ils ont fait x5 sur le chiffre d'affaires et x16 sur les profits. Je pense que le niveau d'autisme sur cet épisode, on l'a jamais encore atteint. Dans cet épisode, on parle de Games Workshop. On a invité Alexis, un pro gamer Warhammer, on le présentera tout à l'heure. Avant ça, pourquoi est-ce qu'on parle de Games Workshop? Pourquoi c'est intéressant? Donc, Games Workshop, ils fabriquent des petits soldats en plastique. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Donc, c'est un fabricant de petits bonhommes en plastoc que tu utilises pour jouer à des jeux. Le jeu le plus connu s'appelant Warhammer 40 000. C'est des Space Marines qui sont dans l'espace et qui se tabassent avec des orques et avec des monstres et avec des elfes et tout un tas de gentils personnages. Donc pourquoi c'est intéressant? Déjà, il y a l'aspect chiffre. Donc ça fait 650 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel, avec un EBIT, donc essentiellement des profits de 267 millions, ce qui fait une marge de 42% sur une boîte à cette échelle, ce qui est pas mal. J'ai checké par comparaison, Apple, qui ont aussi un énorme pricing power et qui peuvent vendre très cher, c'est 32% le ratio. Donc très très rentable, avec une énorme croissance. En 10 ans, ils ont fait x5 sur le chiffre d'affaires et x16 sur les profits. Depuis 2015, qui est un peu l'année du turnaround, ils font plus 18% par an. Et leur marge est passée de 14% en 2015, avec un CA 5 fois moins élevé, à 42% aujourd'hui. Et donc, il y a deux éléments qui font ça. Le premier, c'est qu'ils sont sur un marché de niche que quasiment personne ne connaît, mais les gens qui connaissent sont souvent à fond dedans. Et ce marché, ils le dominent de manière violente. Selon les estimations, Games Workshop, ce serait environ 50% du marché du wargame sur table, quoi, tabletop wargaming. Donc, tu prends des petits soldats et tu te bats. Ils possèdent 50% de ce marché. Donc, par comparaison, encore une fois, si on regarde sur les smartphones, les parts de marché, c'est 19% pour Samsung, 18% pour Apple et 13% pour Xiaomi. Donc, le marché des smartphones, en fait, qui est quand même assez dominé par Apple dans la tête des gens, en fait, ils ont même pas la moitié du volume de parts de marché que Games Workshop a sur son propre marché. Et le truc que je trouve le plus intéressant, parce que moi, souvent, ce qui m'intéresse, c'est pas en fait finalement que les gens font faillir beaucoup d'argent, mais quand je trouve que psychologiquement, c'est malin et c'est intéressant. Si tu regardes pas mal ce qui se fait autour de Warhammer, donc les vidéos YouTube qui vont se plaindre d'eux ou qui vont dire que c'est bien, etc., et sur Reddit, les gens vont avoir deux complaintes qui sont récurrentes, systématiquement. La première, c'est qu'ils abusent sur le prix, c'est trop cher, etc. Et la deuxième, c'est que tout se vend très vite et que c'est constamment sold out et que tu n'arrives jamais à avoir les boîtes que tu veux. Et pour se donner une idée un peu du niveau de prix, tu payes ton petit bonhomme en plastique, donc qui mesure quoi, 3 cm de haut. Pour 10 bonhommes, souvent, tu vas en avoir pour 40-50 euros. Et si tu as un perso, un peu un mec légendaire, un peu un boss, etc., qui va être le leader de l'armée, tu peux en avoir pour 30-40 euros. Donc c'est là où on comprend comment en fait ils font autant de marge, parce que clairement, le coût de fabrication de dans le plastique, il est assez loin de ça. L'autre élément qui est marrant, si on regarde la manière dont les clients le décrivent, il y a une expression qui est souvent utilisée pour parler de Warhammer, c'est le plastic crack. Donc c'est du crack, quoi, t'étais tellement addict. L'autre expression qui est souvent utilisée, notamment sur YouTube, c'est la pile of shame. Et la pile of shame, c'est tous les Warhammer dans lesquels tu investis des centaines d'euros qui sont encore dans leur boîte et que tu n'as jamais construit ou peint parce que tu es tellement addict que tu en rachètes plus vite que tu es capable de les assembler et de jouer avec. Et finalement, le dernier élément que tu as mentionné, Alexis, tout à l'heure, c'est que la France, c'est leur deuxième plus gros marché derrière les US. Ce qui est ouf, c'est ouf. En fait, je pensais que le Royaume-Uni, ce serait plus gros que la France, mais apparemment non. Ouais, c'est le troisième. En gros, c'est États-Unis, France, et puis UK, parce que l'Europe est assez. Enfin, la France trust tout le marché européen, quoi. Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi populaire en France comparativement à... Déjà, c'est vachement plus populaire en Europe qu'aux US. Il y a pas mal de pays européens où c'est vachement populaire. Je pense que l'Espagne, il y a pas mal de joueurs aussi. Mais qu'est-ce qui fait qu'en France, ça a été aussi populaire? Je pense que tu as plusieurs facteurs. À mon avis, déjà, le premier facteur, mine de rien, on l'oublie vite, hein, mais déjà le pouvoir d'achat, quoi. C'est-à-dire que globalement, ça a inondé très très vite des marchés dans lesquels les gens sont prêts à mettre globalement entre 100 et 150 euros dans un hobby comme celui-ci chaque mois. Donc ça a joué. Et traditionnellement, j'ai l'impression que, en tout cas moi en France, je le vois, tout ce qui est jeux de société, se retrouver autour d'une table, tu vois, pour, je sais pas, des jeux de cartes, des jeux de société, etc. C'est un truc qui culturellement, enfin moi j'ai
quasiment tous mes potes, qui sont pas forcément des énormes geeks, font des jeux de cartes, font des jeux de société, font des puzzles, font des coloriages, des activités un peu ludiques, artistiques. Et donc j'ai l'impression que quand tu commences à grandir, et que tu as envie d'aller chercher un hobby un peu plus obsessionnel, bah, tu tombes vite là-dessus. Et dernier point, à mon avis, et ça c'est un peu plus récent, c'est le nombre de contenus francophones qui existent, notamment sur YouTube. On commence à avoir des gros créateurs français qui commencent à challenger aussi, certains, créateurs américains en termes de taille d'audience et cetera. Et donc ça, forcément, ça joue. Moi, je suis retombé dans Warhammer avec, du contenu sur lequel je suis tombé sur YouTube, quoi. Donc je pense que, tu vois, ce triptyque-là joue pas mal aussi. Mmh. Mais tu pas parlé des éditions Hachette, du coup, et du rôle important des éditions Hachette dans notre vie. C'est vrai qu'il y avait ça. C'était quoi cette histoire? En gros, pour le principe, c'est s'il y en a qui voient pas ce que sont les éditions Hachette, c'est souvent on voit les pubs. Alors c'est Hachette, Ataya, et cetera. C'est en gros, tu achètes des numéros et puis tu construis. Alors parfois c'est des voitures, parfois tu vas collectionner, les tanks ou les chars de la Seconde Guerre mondiale, et cetera. Et généralement le premier, deuxième numéro sont très peu chers. Donc on est à moins d'1 €, parfois 90 centimes, 50 centimes. Et en fait, ça fait à peu près 5 6 ans que c'est revenu. En gros, il y a 15 ans, c'était comme ça que moi je suis tombé dans les Warhammer parce qu'ils avaient fait un énorme partenariat entre Hachette, Game Workshop, qui avait obtenu la licence du Seigneur des Anneaux. Et donc en fait, je pouvais trouver moi mes petites figurines, chez le marchand de journaux pour, 1 €, 2 €. Et donc en gros, c'était mon argent de poche ou, mes parents qui m'achetaient ça, chaque semaine. Et mine de rien, ça à mon avis, ça a été chercher un marché un peu plus de masse. Alors il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui ont repris après, et cetera. Mais ça a beaucoup joué et ça s'est beaucoup accéléré il y a 5 6 ans, où en termes de marketing, maintenant c'est des pubs que tu vois partout à la télé, sur, les chaînes YouTube, et cetera. Et ça a accéléré aussi beaucoup la pénétration du marché, notamment en France, parce que pour le coup, les gens ont l'habitude d'acheter. Et c'est marrant quand tu vas dans un kiosque à journaux, et cetera, tu vois plein de gens repartir avec des trucs, tu te dis: «Mais la petite pièce du bateau des années 60, qui sort de nulle part, et cetera». Et en fait, tu as des hardcore fans qui, font des collections sur 2 3 ans pour avoir, le bateau, le char, le casque de Batman, en grandeur réelle, ce genre de truc, quoi. Moi, je pensais vachement à ce qu'ils avaient fait, c'était quoi, dans les années 2010, autour du Seigneur des Anneaux, parce que moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans. Je me souviens encore, le tout premier, c'était des gobelins. Ouais, Gobelins de Le la tout premier Moria, ouais. numéro, c'est des gobelins de la Moria avec 3 pots de peinture et un petit tutoriel à l'intérieur du magazine sur comment les peindre. Mais ça avait duré des années et des années. Moi, j'étais tombé là-dedans comme ça. Et un peu comme toi, je suis retombé dedans plus tard, par hasard, en mode un peu nostalgie de quand j'étais enfant et tout. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est la manière dont ils ont utilisé les Seigneurs des Anneaux pour se propulser en fait, mais ensuite pour pouvoir installer leur propre licence, puisqu'aujourd'hui, le Seigneur des Anneaux est un jeu très très mineur pour eux, même s'il continue à exister. Et que ouais, ils avaient chopé pas mal de gens comme ça. Alexis, je veux te présenter rapidement ce que tu fais pour que les gens comprennent un peu le contexte de pourquoi tu es là pour parler de ça. Déjà, on avait fait déjà plusieurs podcasts ensemble à l'époque du podcast sur Marketing Minded. On en avait fait un, je pense, sur ton business. On avait fait quelques podcasts autour de différents bouquins qu'on avait lus. On avait un petit club de lecture. Euh, Quels sont tes intérêts professionnels globalement? Mais du coup, ouais, effectivement, c'est vrai qu'on avait fait quelques épisodes ensemble. J'ai pas changé de ligne directrice, je suis passé à temps plein, ça fait 5 ans maintenant que je travaille sur un projet qui s'appelle Tribu Indé, et c'est toujours la même direction, un peu plus affinée encore, puisque, bah, mon business est un business de formation et de contenu et d'éducation, où j'adresse, des freelance consultants B2B, donc sur un marché, plutôt professionnel. Et je les accompagne sur la partie structuration de leur business, grâce à, différents, contenus, formats, et notamment le format phare que je développe depuis, ouais, ça fait maintenant 4 ans. C'est un format bootcamp qui est maintenant assez connu, qui à l'époque était, un peu moins, diffusé parmi les formateurs, qui est maintenant un peu plus, accepté, connu, et rodé, là-dessus. Et donc c'est ce qui occupe, on va dire 80 de mon temps, et les 20 restants, de mes journées, sont passés sur ce hobby, particulier que sont les Warhammer. Voilà. Et du coup, tu m'avais dit que tu jouais en compétition, donc t'es assez deep dans le milieu. Ouais, effectivement, j'ai commencé il y a bah, là j'attaque ma deuxième saison, et notamment, on pense
faire des petites figurines, acheter ces figurines, les peindre, etc., c'est un truc qui est très, très solitaire. Et en fait, il se trouve qu'il y a tout un écosystème, notamment par équipe. Et donc, il y a à la fois des tournois un peu partout en France et dans le monde en solo, où donc tu arrives avec ton armée et puis tu fais un tournoi comme si tu allais faire une compétition sportive. Mais tu as aussi tout un système qui est complètement différent en équipe. Et donc, c'est des équipes de 6. Et par exemple, en France, il y a 3 ligues. Donc, Ligue 3, Ligue 2, Ligue 1. Et l'équipe de France de Warhammer, parce qu'il y a une équipe de France, il y a des championnats du monde, etc. Peut-être qu'on en parlera. Est désigné, en tout cas, le capitaine est désigné parmi l'équipe vainqueur d'un Big Four, qui sont les 4 meilleures équipes de Ligue 1. Et donc, en fait, à chaque saison, comme au foot ou dans d'autres sports, eh bien, tu fais des matchs aller, des matchs retour, et puis en fonction de ton classement, tu montes ou pas dans une ligue. Et donc, moi, je suis en Ligue 3, qui est déjà une ligue qui est très relevée en vrai. Pourquoi t'es en Ligue 3? Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est tellement niche que déjà, pour te dire, tiens, je vais faire de la compète en équipe, c'est que déjà, les gens sont un peu déter sur la compétition, etc. Donc, en fait, la Ligue 3 est déjà extrêmement difficile et extrêmement relevée quand tu n'es pas full-time dessus et que tu n'as pas des coachs, etc. à côté. Mais il y a toute une organisation, quoi. Des gens qui arrivent en équipe avec des coachs de coachs, des gens qui sont là juste pour Des kinés, capter des masseurs. les armées, les règles du jeu, etc. Donc, il y en a qui arrivent à 15, quoi. C'est des délégations entières. Mais et c'est ça ressemble à quoi une partie? Parce que pour vous, c'est évident ce qu'est une partie. C'est quoi? C'est les figurines qui bougent un peu, c'est tour par tour. Ouais. Comment ça fonctionne? En fait, en gros, effectivement, c'est pour ça on appelle ça un wargame, parce qu'à la différence d'un jeu de société, ce qui se passe, c'est que tu as un plateau et que tu as souvent des cases qui sont prédéfinies. Ah, tu peux bouger sur la case 1, 2, 3, etc. La différence avec un wargame, c'est que tu joues sur, pareil, un plateau, mais à la différence des échecs, par exemple, c'est que tu as une liberté de mouvement et d'action qui est totale. C'est-à-dire que tu peux bouger tes figurines à droite, à gauche de manière aléatoire comme tu le souhaites. Et concrètement, comment ça se passe? C'est qu'une partie dure à peu près 3h30, 4 heures, qui sont timées, donc comme aux échecs avec une clock, etc. Et tu as des scénarios qui te donnent un petit peu le setup de la partie et les actions qui vont te permettre de gagner des points, puisque c'est un système de points. Et donc, c'est pas que de l'affrontement où on fait piou-piou avec des bonhommes et puis on lance des dés. Il y a tout un aspect un peu stratégique où il y a des actions à réaliser en fonction des cartes que tu vas tirer. Et le but du jeu, c'est en fonction des armées que tu vas affronter. Il y a des caractéristiques, des forces et faiblesses des armées adverses et puis de ton armée que tu construis. Et l'idée, c'est comment est-ce que tu vas aller gagner au point et en faisant des actions, en allant chercher des objectifs, etc. sur la table. Et c'est des tables, je sais plus Qu'est-ce exactement qui fait de toi un bon joueur? Comment? Qu'est-ce qui fait que t'es un bon joueur, un mauvais joueur? C'est quoi? Ça se joue sur quoi? C'est les choix. Ouais, alors tu as plusieurs. Le premier truc intéressant, c'est que généralement, les bons joueurs à Warhammer et les top niveaux sont d'excellents joueurs d'échecs de base. Donc, c'est des gens qui ont des lots à peu près, tu vois, à 2000, 2200. Donc, ce qui est déjà assez costaud. Deuxième point, c'est la connaissance. En fait, il y a tellement de règles, il y a tellement d'armées, etc., que plus tu as de connaissances aussi, plus tu es capable d'anticiper ce qui peut se passer. Et ensuite, ça joue aussi sur la construction de ton armée. En fait, tu as tellement d'entrées, tellement de choix que les choix tactiques que tu vas faire qui vont te permettre de savoir ce que tu vas pouvoir faire sur le terrain. Et généralement, les bons joueurs, souvent on se dit ah mais on lance des dés, c'est un jeu de hasard et il va se passer plein de trucs et en fait on n'a aucun contrôle. Les très bons joueurs ont une capacité à faire que le hasard est juste une petite donnée à part. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas baser tout leur gameplay, et tout leur jeu et toute leur victoire sur 3 lancers de dés qui ont moins bien marché. Et donc, tu as beaucoup d'anticipation. Tu as beaucoup d'anticipation sur ce que tu peux tirer, sur qu'est-ce que va faire l'adversaire au tour d'après, etc. Ouais, c'est globalement ça. Peut-être que Stan, je sais pas si toi, tu as fait quelques parties un peu plus haut niveau, mais Il a défié des enfants au Japon. ça, c'est moche. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui jouent. Je précise que Alexis, moi, j'ai jamais joué à Warhammer 40 000. Le jeu que je connais, c'est Kill Team, qui est un autre jeu. En gros, la différence, Paul, c'est que là où Warhammer 40 000, tu déploies une énorme armée. Dans le jeu que moi j'ai fait, il y a juste beaucoup moins de mecs. Ce que tu verras, Paul, si tu te pointes dans une boutique et tu vois des mecs jouer, ils sont sur une table. Alors, si c'est Warhammer 40 000, c'est une énorme table de genre 3 mètres de long. Ouais, ça fait 2 mètres et 60 demi de pouces. large. 60 pouces par. J'ai vu qu'il mesurait les distances Ouais. avec 1 mètre. Et t'as des terrains partout.
et ils vont chacun déployer leur armée. Ils vont utiliser un mètre pour mesurer où est-ce que les mecs ils peuvent bouger, et puis potentiellement les distances de tir, etc. Et puis après, quand le mec il tire, il lance des dés et il voit si son tir a marché, et inversement. Et puis après, ils ont tout un tas, tu vois, de stratèges, etc. qui peuvent aller dessus, mais en gros, c'est ce que tu vas voir. Donc si tu passes 10 minutes à regarder, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le mec il bouge des bonhommes, il a dit, ok, je te fais ci. C'est que des mots-clés, donc c'est assez cryptique quand tu connais pas. Et voilà. Et en gros, c'est un jeu, c'est de la stratégie, c'est du positionnement et un peu comprendre tes probabilités, comprendre ton risque, comprendre là où est-ce que tu es vulnérable, etc. Et il y a un truc peut-être que je peux rajouter qui est assez intéressant par rapport à plein d'autres jeux. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà joué à tout ce qui est Magic, les cartes quand vous étiez plus jeune, mais il y a tout un truc qu'on appelle le Gotcha, c'est-à-dire en fait, notamment à Magic, ça s'est un peu assaini, mais pendant très longtemps, c'était un milieu qui était jugé un peu toxique de l'extérieur parce que globalement, ceux qui gagnaient étaient ceux qui avaient la meilleure connaissance de tout ce qui pouvait se passer, etc. Pour éviter ça, par exemple, à Warhammer, il y a un truc qui paraît un peu bête de l'extérieur, mais qui est vachement important, c'est ce qu'ils appellent le jeu d'intention. Ce qui est assez fou, c'est que dans Warhammer, l'idée, c'est de ne pas gagner parce que tu as plus d'informations que ton adversaire, mais que tu gagnes parce que d'un point de vue de gentleman, t'as été juste meilleur sur les choix de calcul, les choix de position, etc. Et donc en fait, le jeu d'intention, c'est un truc assez cool. Et du coup, je trouve que c'est facile de rentrer là-dedans. C'est qu'en gros, tu déclares tout ce que tu fais et tu poses un maximum de questions à ton adversaire. Par exemple, ah bah là, je vais me mettre ici. Si je me mets ici, ça me permet d'être caché, même si tu fais tel et tel mouvement et telle action. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, autour de la table, c'est pas vraiment, il n'y a pas de tension particulière en mode, Tain, je vais essayer de le gruge là-dessus, je vais essayer enfin, je vais essayer de pas filer d'informations, puisqu'en fait, tout est basé sur l'intention de ce que tu veux faire. Ça crée c'est assez particulier, mais ça crée une discussion assez saine où tu vas quand même passer 4 heures avec un gars que tu connais pas. Et du coup, ça rend les parties beaucoup plus agréables et beaucoup moins en tension de je suis très fermé, je parle pas du tout. Et en fait, on verra si il sait que mon armée fait tel et tel truc parce que sinon je vais pouvoir l'avoir là-dessus. En fait, ça n'existe pas et c'est d'ailleurs pénalisé par des arbitres en compétition. Voilà. Ouais, je trouve que c'est une différence assez marquante. Tu vois, si tu vas jouer à Magic, en fait, le truc, c'est que tu sais pas du tout ce que l'autre a comme carte. Et à moins de connaître toutes les cartes au monde, en fait, tu n'as aucun moyen de savoir ce que ton adversaire pourrait faire. Euh, Warhammer, il y a quasiment aucune information qui est secrète. Je sais pas comment c'est dans 40 000, dans Kill Team, il y a juste une petite information qui est secrète, qui est en gros un objectif secondaire que tu peux choisir. Mais sinon, tu peux demander au mec, bah du coup, ce mec, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait combien de dégâts? Il a combien de points de vie? C'est quoi ses capacités? Est-ce que tu as un mec qui peut faire ci ou ça? En fait, on va te dire tout de suite. Donc, toutes les informations, en théorie, tu pourrais avoir, tu peux avoir devant toi la liste de toute l'armée adverse, tout ce que les mecs peuvent faire, etc. Donc, il y a une information qui est beaucoup plus open, un peu plus comme les échecs à ce niveau-là, où en fait, bah, toutes les informations sont disponibles. C'est juste comment est-ce que toi, tu décides de les analyser, qu'est-ce que tu décides d'affaire avec. Je suis curieux, Alexis, t'as mentionné, les gars, ils ont des équipes, ils ont des coachs, des machins. Il y a un milieu professionnel ou ça reste juste des passionnés qui font ça à côté? Non, c'est ça qui est fou, c'est que il y a une seule organisation slash équipe professionnelle, elle est aux États-Unis. C'est une boîte qui s'appelle Art of War, qui en a notamment une chaîne YouTube et qui en ont fait un business. C'est-à-dire qu'il y a tout un business de coaching, de formation, de Vault, où tu as un espace membre, etc., avec des vidéos d'analyse, qui est d'ailleurs très très bien faite. Mais c'est la seule organisation où les joueurs sont full-time dessus et sont rémunérés en faisant ce genre de travail. Tout le reste, Et partout dans donc, le c'est monde, genre une ligue? c'est même pas une ligue en fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de cash prize sur n'importe quel tournoi. Même au championnat du monde, Ouais. il n'y a pas de cash prize. Et comment t'expliques ça? Parce que je sais que sur Magic, il y a des gros cash price. Un des trucs que j'ai vu, c'était que ce Warhammer serait trop. C'est trop facile de tricher. Est-ce que c'est la raison, tu penses, pour laquelle il n'y a pas de cash price sur Warhammer? Parce qu'après, a priori, sur Magic, comment ça s'appelle? Ça, c'est possédé par Hasbro, mais l'entreprise qui possède Magic entre les deux s'appelle Wizards Coast, un truc Ouais, comme c'est ça. ce que j'allais dire, ouais. Mettre pas mal d'argent dans les cash prizes, ce qui fait sens en fait. Parce que quand tu dis, OK, on a un tournoi avec un cash prize de 1 million, pour eux, ça représente pas un volume énorme de leur chiffre d'affaires, mais ça crée pas mal de buzz et d'excitation autour de ça. Ça n'existe pas dans Warhammer. Comment est-ce que tu l'expliques? Je pense que déjà la partie compétition tournoi et tout ce qu'on est en train d'expliquer là, en fait, elle est finalement assez récente. Tu vois, globalement, les premiers championnats du monde, par exemple, couverts par une chaîne française et francophone, c'était il y a 7 ans, 7 ou 8 ans. Donc en fait, c'est assez récent, mine de rien.
Deuxième point, c'est que ça reste quand même assez niche et donc les cash price, qui finance ces cash price-là? Les coûts de tournoi sont pas si élevés que ça, et en fait, il faut une sacrée logistique par rapport, par exemple, à des cartes magiques. Il faut des tables, il faut des décors, il faut des énormes gymnases et cetera et mine de rien, alors peut-être que c'est mon biais à moi, en France en tout cas, mais j'ai l'impression que tu as quand même une levée de bouclier de la communauté qui n'est pas forcément très pour le fait d'avoir du cash price parce que ça rajouterait de la tension autour de la table, éventuellement de la triche possible parce que qui dit tournoi, dit cash price, dit beaucoup plus d'arbitres, dit beaucoup plus de vigilance autour des tables. Et tu en as quand même, si tu veux, le monde compétitif de Warhammer est un, si tu veux, c'est 5% probablement des joueurs qui vont en tournoi, etc. Et donc, en fait, il y en a beaucoup qui voient justement ce qui peut se passer à Magic, même, je sais pas, sur des League of Legends, etc. Et se disent, je suis pas sûr qu'on a envie d'avoir ça. D'autant plus que c'est un jeu sur table où effectivement, il y a beaucoup, enfin, il y a de la triche possible. Et il y a beaucoup plus de technicité et d'un point de vue déplacement, etc., que Magic, quoi. Magic, c'est des cartes que tu poses, c'est assez facile à arbitrer. Il y a eu des cas d'arbitrage assez compliqués sur Warhammer parce qu'il y a plein de données, quoi. Donc je pense que ça fait partie de ça et Games a la boîte derrière ça, en fait, c'est très récent qu'elle commence à sponsoriser des tournois, quoi. Pendant très longtemps, la boîte, son job, c'était, nous, on fait des figurines, quoi. Le jeu est d'ailleurs accessoire. Initialement, il y a 15-20 ans, c'était plutôt ça. On fait des figurines et donc en fait, ça fait que quelques années que la boîte arrive sur, «Ah bah tiens, on va faire nos propres championnats du monde à Atlanta. Ah tiens, on va organiser des tournois. Tiens, on va sponsoriser, on va donner des lots», ce genre de choses. C'est très récent, quoi. Un des éléments que je trouve fascinant autour de Games Workshop, c'est vraiment, pour moi, c'est un succès improbable en fait. Si quelqu'un venait me dire, ok, bah, on va vendre des petits bonhommes en plastique euh, hors de prix. Ensuite, les gens, ils vont être en gris. Donc les gens vont passer des heures tout seuls à les peindre. Il va falloir qu'ils apprennent à peindre. Il va falloir qu'ils achètent des pinceaux. Il va falloir qu'ils achètent de la peinture. Ils vont passer des heures à les peindre. Pour avoir un produit qui est fini. Déjà, il faut qu'ils les assemblent. Ok, donc tous les autres, tout le reste du monde a compris qu'il fallait aller en Chine et on va assembler sur une. Non, nous, le client va devoir assembler le truc. Il va devoir le peindre. Il va ensuite devoir trouver un autre mec qui est assez taré pour avoir fait tout ça. Il va devoir trimballer toutes ces petites figurines ultra fragiles, etc., dans un magasin ou chez un pote pour aller jouer. Il va jouer pendant 3 à 6 heures et après, il va en redemander, tu vois. Et je me dis, il y a peut-être quelques personnes qui vont faire ça, mais tu vas jamais construire une énorme boîte en trouvant des gens qui sont prêts à faire tout ce volume d'efforts simplement pour pouvoir jouer. Quand autrement, tu as acheté ta boîte de Warhammer et moi, tu es capable de vraiment jouer avec, tu as au moins des heures de travail manuel que tu dois faire, au moins. Et il n'y a quasiment aucun autre produit qui existe, à part Ikea, mais Ikea, ils ont un truc où ils te vendent des meubles dont tout le monde a besoin. C'est un peu une corvée, mais tu le fais qu'une fois, tu n'en redemandes pas tout le temps. Et puis, ils ont un avantage de pricing, ce qui est pas le cas, en fait. C'est beaucoup moins cher de jouer aux jeux vidéo que de jouer à Warhammer. Donc, je me suis demandé un peu qui est le client typique. Et si tu regardes, il y avait un thread YouTube vachement, un thread Reddit, pardon, vachement intéressant, qui demandait combien vous avez dépensé dans Warhammer. Et la plupart des mecs disent, en gros, je dépense $1000 par an depuis que je suis tombé dedans. Donc parfois, soit depuis qu'ils avaient genre 20 ans, mais souvent, ils sont tombés dedans quand ils avaient la trentaine à peu près. Donc les gars, ils disent, bah moi, j'ai dépensé $30 000 dans Warhammer parce que je suis dedans depuis 30 ans et j'ai dépensé $30 000. Et souvent, c'est des gars qui ont des profils un peu, qui a un peu du coup d'argent. Il y a pas mal de profils un peu ingénieurs, dev, tous ces métiers un peu geeks, qui ont à la fois un peu de revenus, qui sont intéressés par le côté, les règles, quoi. Les règles, comprendre les systèmes, les armées, les points, les machins. Comparé aux jeux de société moyens, les règles de Warhammer, il y a quand même 4 degrés en plus par rapport aux jeux de société moyens. C'est-à-dire qu'il faut quand même au moins. Faut que ça soit un peu une passion, un truc que tu fais régulièrement, quoi. Si c'est un truc que tu fais vraiment une fois de temps en temps, c'est compliqué de pouvoir keep up, notamment à 40 000, où il y a constamment des nouvelles règles qui sortent, de nouvelles éditions, etc. Et Et t'as pas mal d'entrepreneurs aussi. Par exemple, tu vois, ouais, le capitaine de l'équipe de France, c'est un entrepreneur qui a monté 2-3 boîtes. Moi, dans l'équipe, ouais. on est 3 à notre compte, avec des boîtes, certains ont des boîtes avec 30-40 salariés. Donc, tu as ce milieu-là, tu as aussi ce milieu-là, mais c'est aberrant. Enfin, sur le papier, genre personne, enfin, même moi qui suis dedans, je me dis, mais comment les mecs ont monté enfin, ils étaient trop au démarrage, comment ils ont monté ce truc-là? Ça n'a aucun sens parce que ça demande il y a tellement de barrières à l'entrée sur un produit comme celui-ci. Et pourtant, tu vois, du côté de l'Asie, tu as tout ce qui est les Gundam.
qui est un peu le même système, tu vois, où tu dois assembler des trucs. C'est des... Gundam est déjà plus accessible. Donc Gundam, c'est Ouais. des robots qui c'est très populaire au Japon. C'est des robots que tu construis. Déjà Gundam est moins cher. Un grand Gundam et tout, ça va te coûter peut-être 40-50 euros, mais c'est un grand Gundam. C'est pas un petit bonhomme comme ça. C'est plus facile à assembler. Il n'y a pas de colle dans Gundam, c'est que du push-fit. Donc, t'es pas là avec ta colle. T'as pas besoin de retirer les petits bouts de trucs avec ton couteau, etc. pour que ça rentre bien. Et Gundam, t'as pas besoin de le peindre. Donc, Gundam, c'est déjà du plastique qui est coloré, t'as pas besoin de le peindre. Il y a des gens qui peignent leur Gundam, qui le passent au next level, mais il y a moins. Et par ailleurs, le truc sur Gundam, tu vois, t'as passé quelques heures à l'assembler, tu le mets sur ton étagère et t'as fini. Il n'y a pas tout le côté jeu, etc. Donc, t'as pas besoin d'apprendre de règles, tu vois. Donc, Gundam, il y a aussi un côté, c'est du modélisme, etc. Mais ce qui est ouf sur Warhammer, c'est qu'il combine le côté modélisme, le côté peinture et le côté jeu, règles, etc. Et qu'ils arrivent à trouver en fait une intersection, suffisamment de gens qui sont à l'intersection de ces trois éléments pour avoir monté la communauté qu'ils ont construite. Mais Que d'ailleurs, je trouve assez incroyable. d'ailleurs, en fait, sur un business comme celui-ci, pour moi, le gros sujet, c'est l'acquisition client. C'est-à-dire qu'une fois que tu as un Ouais. client qui a acheté une première boîte, voire une deuxième boîte, globalement, c'est un client avec une lifetime value qui va être considérable. Et donc, en fait, je sais qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens et d'argent pour faire venir les clients, les faire rentrer dans les magasins. Et donc, par exemple, pour avoir discuté avec le responsable de la boutique dans laquelle j'habite, enfin, de la ville dans laquelle j'habite, T'es vraiment un passionné du coup, ouais, si t'habites dans la boutique. non, ouais, ça serait. C'est... Je suis pas sûr que ça soit une bonne c'est pas chose pour mal, le hein. compte bancaire, mais effectivement. Mais en gros, il me racontait que globalement, l'objectif des boutiques games, c'est pas nécessairement de faire du chiffre. Ce qui paraît surprenant. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément incentivés. Il n'y a pas d'incentive sur le CA qu'ils font, etc. Le principal objectif de ces boutiques-là, c'est de faire rentrer les gens et de les faire tester le plus vite possible les différents compartiments du jeu. Et donc, en fait, tout est fait dans la boutique pour en 1 heure, te faire tester, assembler une petite figurine, peindre pendant une demi-heure et faire une démonstration de 10-15 minutes de jeu. Et donc en fait, en 1 heure, et c'est assez bien fait quand tu vas un peu d'un point de vue marketing, tu regardes ça, tu vois qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup de... Dans les boutiques games, c'est pas forcément des joueurs expérimentés qui se rendent dans ces boutiques-là, mais plutôt des gens qui découvrent en mode j'en ai entendu parler, j'ai jeux vidéo, machin, etc. Comment est-ce que ça marche? Et en fait, tout le discours, c'est bah, est-ce que tu as 1 heure devant toi? Ok, bah, ce que je te propose, c'est que je te montre un petit peu tout. Et donc, tu as des petits ateliers dans la boutique. Mais généralement, tu vois, les joueurs expérimentés vont pas trop dans les boutiques games et vont plutôt dans des boutiques ultra spécialisées ou achètent en ligne, etc. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui est assez fou, c'est notamment développé aux États-Unis. Ils ont des kits, ce qu'ils appellent des kits école-université. Et donc, en fait, quand tu as une asso, par exemple, je sais pas, t'es prof dans une école primaire ou un collège ou un lycée ou université et que tu as monté une asso ou que tu as monté un petit projet, ils peuvent t'envoyer des kits entiers pour faire des sessions découvertes dans les établissements, etc., en mode après-midi où on va faire des Warhammer, etc. Et ils mettent un maximum de budget parce que tu vois la taille de ce qu'ils envoient et tout, c'est assez fou. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que la barrière à l'entrée, elle est... une fois que tu casses ce truc-là, t'as des gens pour 30 ans, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant. Ouais. On a parlé de ces trois éléments, mais il y a vraiment les trois éléments derrière. Si tu regardes YouTube, tu vas avoir des YouTubeurs qui parlent de chaque élément du duel. Donc les trois éléments, c'est le jeu, et tu vas avoir des YouTubeurs qui te parlent que de jeu, des nouvelles règles, des stratégies, qui postent des rapports de bataille, etc. Tu as tout le côté peinture, et tu vas avoir des chaînes YouTube qui sont consacrées uniquement à des tutoriels de peinture, et tu vas avoir le côté lore, donc l'histoire qui est autour. Il y a des chaînes YouTube, je sais pas si c'est le cas aussi en francophone, mais il y a des grosses chaînes YouTube anglophones où les mecs ils te racontent juste des histoires autour de Warhammer. Ils ont lu tous les livres, ils ont une connaissance encyclopédique de tout l'univers de Warhammer, et ils vont juste te parler de ça. Et tout le côté qu'ils ont développé autour du lore, c'est qu'ils ont une branche d'édition où ils éditent des livres qui s'appellent Black Library, et il y a juste plusieurs romans qui sortent par mois autour de Warhammer. Et donc, quelle que soit ta faction, ton intérêt, etc., il y a des romans. Je crois que la série Horus Heresy, c'est toute une série qu'ils ont fait. Il y a genre 60 ou 70 volumes dans ça. C'est absurde, quoi. Le volume de trucs qui sort. Et il y a des gens, tu leur parles, et ils lisent 40-50 livres par an. Et c'est que Black Library, quoi. Ils peuvent totalement te couvrir sur tous les aspects de ta vie. Et les gens qui peuvent être dans le lore, ils peuvent vraiment y passer des heures et des heures.
Euh, Notamment sur les audiobooks, je pense ils sont assez forts parce que du coup, les gens écoutent pendant qu'ils peignent, etc. Et ils ont tout ce côté lore. Et donc, je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils arrivent à choper les gens sur un vecteur. Il y a des gens qui sont plus intéressés par le côté jeu, et des gens qui sont plus intéressés par le côté modélisme, et des gens qui sont intéressés par le côté lore ou qui rentrent par le jeu vidéo, etc. Après, les faire rentrer dans la boucle. Et après, les gens sont matrixés Warhammer et restent là pour 30 ans avec une LTV qui est énorme. Et d'ailleurs, d'un point de vue positionnement YouTube, les chaînes YouTube, par exemple, on a une chaîne YouTube en France qui s'appelle Indomitus. Il doit avoir peut-être 15-20 vidéos. Et il a 100K abonnés en 1 an et demi. Parce qu'en fait, c'est trop malin. Les vidéos, elles font 2-3 heures. Tu te mets ça en fond. Du coup, tu as une rétention sur la vidéo qui est monstrueuse pour YouTube. Du coup, elle est montrée à globalement quasiment 100% des gens qui font des Warhammer en France. Et donc, en fait, tu as des stats qui sont hallucinantes sur du lore. Même des toutes petites chaînes qui ont, je sais pas, 2000 abonnés. Ouais, C'est des ok. vidéos qui font 50, 60, 100 000, 500 000 vues parfois, quoi. C'est assez fou. Et pour la petite histoire, Ouais. donc toute la collection Black Library, qui est tout l'univers étendu de Warhammer, le côté science-fiction, etc., ça représentait il y a 10-15 ans 30% des ventes de science-fiction dans les magasins Fnac en France. Ce qui est assez colossal, quoi. Et il y a plein de gens que moi j'ai rencontrés qui lisent les bouquins, qui sont des hardcore fans de science-fiction, etc. Et parce que l'univers est extrêmement très très noir, dur et assez complexe, qui ne joue pas au jeu, mais qui adore la lecture, qui adore l'univers, qui est un univers très particulier. C'est l'univers de science-fiction dans lequel il y a le plus de livres qui a été écrit, et certains des auteurs sont des superstars aux US et au UK aussi, quoi. Je sais pas si toi, tu t'es fait avoir un peu Stan sur les bouquins ou pas du tout? J'en ai testé un. Celui que et je trouvais ça ok, mais j'ai pas trouvé ça. Tu vois, je me suis moins fait. Je trouvais ça moins fascinant que les deux autres aspects, on va dire. Ok. Après, de temps en temps, tu vas regarder un peu de l'or et tout, c'est marrant. Si tu t'intéresses à des persos, je trouve que ça se prend pas trop au sérieux, et ça, j'aime bien. En fait, si tu regardes, il y a plein de trucs c'est quasiment absurde. Et ça, vraiment, c'est un aspect que j'aime bien et qui fit bien avec l'univers des miniatures, etc. Euh, Genre tout le truc des orques qui sont en fait un espèce de champignons qui ont des pouvoirs psychiques. Et s'ils croient suffisamment à un truc, ça se fait. Donc en fait, ils ont aucune technologie, mais leur véhicule fonctionne parce que eux, ils y croient, ils ont la foi et tout. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs comme ça dans Warhammer que je trouve en fait assez marrant quand tu découvres ça. Et pour la Tout petite le truc histoire, de ils ont un empereur, mais il est mort sur un trône et c'est juste un gars qui est en train de pourrir sur un trône, mais ils sont encore en train de se battre dans la galaxie pour lui. Enfin, il y a plein de trucs, en fait, quand tu le regardes, si tu le prends pas trop au sérieux, c'est assez drôle, en fait, le lore. Mais du coup, j'ai juste testé un seul livre qui était cool, tu vois, mais je me suis pas dit, ok, ça va être ma nouvelle life, quoi. et d'ailleurs, pour la petite histoire, ils ont poussé assez tôt la partie univers. Dites-vous que les 3 fondateurs de Games Workshop, il y en a 2, donc je crois que c'est Steve Jackson et Ian Livingstone. C'est les 2 qui ont créé, ça je suis sûr que Paul, forcément t'es tombé dessus, les livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si ça vous parlait quand vous étiez ado, Ok. ou des livres où tu Ouais, lisais ouais, Si, carrément. si. des petits passages, ils disaient ah bah voilà, tu peux aller à gauche ou à droite, faire telle action. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué aussi, même si c'était pas affilié à Games, le fait que ces auteurs-là soient extrêmement connus. Le tout premier s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires pour vous donner en quelques années, ce qui est hallucinant, alors que l'éditeur, je crois que c'est Penguin derrière, qui croyait pas du tout. Bah, en fait, ça a créé l'aura de ces mecs-là ont fait ces livres-là. Tiens, ils sont sur une boîte un peu de fantasy, donjons et dragons, etc. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'ils ont démarré sur leur business là-dessus. Et ils faisaient beaucoup de ventes par correspondance. Donc, il y avait très peu de coûts à l'époque et tout dans les années 80. Euh, donc ouais, je pense que enfin le côté lore écrit, etc., a beaucoup joué aussi au démarrage pour installer un peu la licence, l'univers, etc. Ouais. Et probablement encore aujourd'hui parce que c'est le seul aspect qui a pas une barrière d'entrée qui est énorme. Tu vois, demain tu peux lire un livre, c'est pas plus compliqué que de lire n'importe quel bouquin de science-fiction. Je crois qu'ils ont pas mal fait un push dans les jeux vidéo sur lequel j'ai pas trop creusé, mais c'est pareil. Tu vois, tu joues à un jeu Space Marine, bah c'est un shooter comme n'importe quel shooter. Et je me demande si on est potentiellement sur une explosion une fois qu'ils auront fait leur série sur Amazon. Donc ils ont un deal avec Amazon pour faire une série avec beaucoup de budget, un peu dans le style de ce qu'ils ont fait sur Ring of Power, ce qui a pas trop marché, mais bon, principalement plus à cause des vertus du show en tant que tel versus le budget. Surtout que le Et producteur, le tu connais le mec, producteur ou pas, Stan? Tu sais qui est derrière le bah projet? ouais, du coup, c'est. Ouais, bah dis-le. C'est Henry Cavill,
Alors pour tous les gens qui sont dans le milieu Warhammer, c'est incroyable, machin. Henry Cavill, c'est donc l'acteur principal de The Witcher. Et c'est surtout un énorme enfin un Et énorme, Superman. un gros collectionneur de Warhammer. Et donc ce qui est assez fou, c'est que... Et lui, s'en est Et c'est jamais un peu le caché. seul en fait. Exactement. C'est un peu le seul mec connu. Genre, c'est la seule célébrité qu'ils ont, mais c'est quand même un mec assez balèze. Et, ouais, et dans l'univers geek, il a quand même une portée. Il a fait Witcher, qui je pense a pas un bon recouvrement avec les fans de Warhammer, et Superman, et qui a pas mal de sex appeal sur les femmes. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a un moment Formule 1 où quand la série Warhammer sort, tout d'un coup, il y a plein de girlies Warhammer. Mec, là, il y a ma femme me montre sur Instagram, les girlies Formule 1, c'est un énorme truc en fait. Et potentiellement, c'est devenu une des plus grosses niches pour la Formule 1, un sport traditionnellement genre ultra masculin, c'est des grosses voitures et qui font vroom vroom autour d'une piste, quoi. Par évidemment la série de télé qui a été faite sur Netflix, Drive to Survive, et par un peu le côté les drivers ils sont beaux gosses et tout, c'est devenu un truc ultra populaire chez les femmes, et notamment ça leur a permis vachement de percer aux US. Et je me demande si Warhammer, déjà avec la série potentiellement ils peuvent driver beaucoup de monde dans l'univers, parce que tu as quand même un univers énorme derrière, un peu voilà, l'effet Game of Thrones, où en fait plein de gens qui regardaient pas trop de fantasy se sont mis à Game of Thrones, enfin se sont intéressés à la fantasy avec Game of Thrones. Je me demande si l'effet un peu Henry Cavill et tout, ça fait pas... La série peut pas vraiment avoir un énorme effet de levier pour eux, tu vois. Ah, c'est sûr. Potentiellement, si c'est bien fait, il y a un énorme levier sur le côté lore, tu vois, l'histoire, etc. Et ce qui est d'ailleurs fou, c'est que pourquoi est-ce que Henry Cavill est aussi poussé dans la communauté, c'est que ce qui est intéressant pour Henry Cavill, c'est de regarder les interviews qu'il fait et les interviews qu'il donne. Parce qu'en fait, c'est un des rares qui s'est jamais caché de Warhammer. En fait, moi, même quand j'étais jeune, en vrai, je disais pas trop à tout le monde que je faisais des Warhammer. C'était un peu le truc, un peu comme les gens qui faisaient des jeux de rôle, genre de trucs. C'était très très geek et c'était vraiment parfois genre un peu honteux. Et Henry Cavill, lui, a jamais caché ce truc-là bah ouais, en fait, que je fais pas de film et que je tourne pas, bah je fais des Warhammer. Et malgré ça, sur les plateaux, c'est ouf. Il y a des compilations qui existent sur YouTube où en fait, genre, les présentateurs se foutent de sa gueule, quoi. En mode, ah, tu joues avec des petites figurines en plastique et tu fais piou-piou, machin. Et ce qui est fou, c'est que il se décontenance pas et il est en mode premier degré, en mode, ouais, ouais, je fais ça et tout, je l'ai peint. Et donc, il surenchérit. Et ça a été tout Hmm. un truc en mode, putain, c'est notre porte-étendard, il est fier du truc, lui, il assume et tout. Et je sais que ça a beaucoup joué aussi sur pourquoi est-ce que les gens sont hyper contents que ça soit lui qui reprenne la série, qu'il soit à la production, à la direction, etc. Et c'est fou de. Ouais, c'est ouais, un des plus connus en fait qui fait des Warhammer aujourd'hui, quoi. Mm. Mais c'est un peu le seul, quoi. Enfin, c'est le seul mec ultra célèbre qui est dans Warhammer. Je pense qu'il y en a d'autres. Ils ont... Moi, ma théorie, c'est qu'il y en a Ouais, d'autres, mais qu'ils assument pas le truc. ok. Tu penses qu'il a un peu trusté le truc de la célébrité qui fait des Warhammer, et les autres, ils sont, ok, c'est déjà pris cet élément de différenciation. Ouais, parce que tu vois, en France, on commence à voir des gens, par exemple des humoristes qui assument, qui disent ouais, bah, je fais des Warhammer, mais ils en font pas toute leur com et leur positionnement. Mais si tu écoutes 2-3 podcasts, tu vois que ils sont un peu dans le truc. Ok. En vrai, je serais pas surpris que quand la série sorte, il y a des mecs qui se réveillent. C'est souvent des mecs d'ailleurs. Il y a quelques nanas, mais pas tant que ça, qui se réveillent en mode ouais, mais moi aussi je fais des Warhammer et tout. C'est vrai que j'en fais, c'est cool. Tu vois, je serais pas surpris de ça, quoi. Hmm. Stratégie et marketing. Donc la première, ça va être la plus évidente, c'est le FOMO. Donc il y a des boîtes, la boîte va sell out très vite, il faut la précommander le moment où elle sort. Et tu disais un truc intéressant sur les annonces des prix. Parce qu'en gros, ils ont un cycle extrêmement rodé d'annonces. Donc il me semble qu'ils annoncent un truc, ils disent ça va être ça va être en précommande dans 2 semaines, mais ils n'annoncent pas le prix, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que Game, c'est très très fort là-dedans parce qu'en gros, selon moi, ils ont étouffé le client. C'est-à-dire qu'ils étouffent la concurrence et donc ils étouffent le client tous les dimanches soirs. Donc, ce qui est fou, c'est que leur canal premier de communication, c'est un blog. En 2025, c'est un blog. Et donc, ils ont un truc qui s'appelle Warhammer Community, où tout le monde se connecte. Il y a des articles tous les jours, et notamment le dimanche soir, 19h, c'est un peu l'heure où t'attends, puisque le dimanche soir, ils t'annoncent ce qui va être en précommande le samedi suivant à 11h. Sauf qu'ils te disent tout ce qui va sortir, machin, ils te hype, etc. Mais ils te donnent pas les prix. Et les youtubeurs et tous les créateurs de contenu qui sont en partenariat avec Games,
ont interdiction de donner les prix. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a notamment un gars qui s'appelle Valrac, qui est anglais ou américain, et puis en France, on en a un aussi, qui s'appelle AS Miniature, qui en fait est affilié et maqué avec des revendeurs indépendants, qui eux ont bien évidemment les prix pour pouvoir gérer leur stock, etc. Et donc souvent le dimanche soir ou le lundi, eh bien ces gens-là annoncent les prix pour qu'on puisse se préparer un peu globalement psychologiquement au prix qu'on va payer le samedi. Mais il y a quelques années, en fait, ça n'existait pas. Et donc, tu étais là en mode, bah ok, il faut que j'attende 11 heures, le jour où ça sort, alors qu'effectivement, il y a très peu de boîtes, il y a du stock limité. Et j'ai 1-2 minutes max pour me décider sur une boîte qui peut valoir quelques centaines d'euros, quoi. Et ça, tu le vois jamais ailleurs. Enfin, je veux dire, ça paraît contre-intuitif, tu vois, de te dire, il y a une précommande, soyez prêts et tu donnes pas le prix, tu vois. Et le marché que je suis le plus proche, du coup, c'est Kill Team. Kill Team, ils vont sortir tous les 3 mois une boîte. Donc, ils ont un truc super intéressant parce qu'ils ont le FOMO. Donc, ils ont un peu leur gâteau et ils le mangent aussi. Donc, ils te font du FOMO. Donc, tous les 3 mois, ils vont sortir une boîte avec un bundle de deux nouvelles factions, en fait, qui va sortir. Et ça va sell out essentiellement instantanément. Donc, les gens doivent l'acheter pareil dans la minute, etc. Mais 3 mois plus tard, ils vont sortir les différents éléments du bundle séparément, et là tout d'un coup il y aura plein de stocks, et donc du coup tu pourras l'acheter autant que tu veux. Donc ils ont cet élément de FOMO où le truc sell out instantanément et ça crée de la hype, mais en même temps ils ont toujours des trucs en stock parce qu'une fois que les 3 mois sont passés, le truc est en stock tout le temps. Et c'est extrêmement efficace parce que les gens, tu les vois sur Reddit, ils paniquent s'ils n'ont pas eu leur stock. Et il y a toujours un mec pour leur dire, bah écoute, calme-toi, dans 3 mois ça sortira séparément, mais ça c'est extrêmement efficace. Bah, je te confie Parce un qu'il crée truc. toute cette hype pour le moment où ça va sortir. Et après, tu dis, mince, je l'ai loupé, c'est trop tard. Moi, je peux te confier 2 trucs. Le premier, c'est que donc tous les 3 ans, il faut comprendre que c'est un peu comme un jeu vidéo. Il y a des nouvelles versions. C'est-à-dire que c'est le même jeu, mais il y a des nouvelles versions, et donc c'est ce qu'ils appellent les nouvelles éditions. Donc là, on est à la 10e édition. Et donc tous les 3 ans, c'est un vrai événement. À tel point que c'est une des rares fois où une partie de la production est faite en Chine plutôt qu'au UK, etc. Et, et j'avais tellement peur de louper cette boîte que du coup, en fait, j'en ai précommandé sans être sûr qu'il y avait du stock, etc. Parce que pareil, en fait, même les revendeurs en France te disent, bah, en fait, je suis pas sûr d'avoir le stock nécessaire pour pouvoir servir la clientèle, parce que tu gagnes des boîtes, enfin, tu reçois des boîtes en tant que revendeur en fonction du chiffre d'affaires et de la position que tu as en France. Mais si tu veux, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que bah, moins tu as de boîtes, moins tu vends, et donc bah, plus tu es en bas du classement des top vendeurs. Donc j'avais D'ailleurs, les tellement forces peur. à commander, en fait. Ouais, Ils sont obligés de commander des boîtes ouais. pour continuer à vendre et pour rester, parce que sinon, s'ils commandent pas aujourd'hui, demain, ils auront peut-être pas la prochaine. Sauf que parfois, il arrive qu'ils ont par exemple 20 clients qui leur ont demandé la boîte. Et donc, ils ont dit, bah voilà, Games, nous voulons 20 boîtes parce qu'on a 20 clients qui sont prêts à mettre leur carte bleue. Et Games leur dit, non, vous n'aurez que 10 boîtes. Et c'est non négociable, tu vois. Et ça se passe comme ça. Et donc, moi, j'avais tellement le FOMO de ce truc que j'ai été dans 3 revendeurs pour avoir les 3 boîtes. Et donc, en fait, je me suis retrouvé, plutôt que d'avoir une boîte, bah, je me suis retrouvé avec 3 boîtes sur le dos, tu vois. Et donc, Et tu les as flippés sur eBay, t'as fait un énorme profit. Et non, j'ai été raisonnable, mais effectivement, tu as tout un business de scalpers, ce qu'ils appellent les scalpers, c'est-à-dire des gens qui vont acheter avec des robots sur le site des boîtes extrêmement limitées et qui vont les revendre 2, 3, 4 fois le prix. Et c'est d'ailleurs pareil pour les livres. Il y a des livres aujourd'hui introuvables qui se vendent 400, 500, 600 euros le livre, quoi. Donc, il y a tout un business de Et au lieu de scalping. scalper, est-ce qu'ils pouvaient pas juste imprimer avec une imprimante 3D? Parce qu'en fait, c'est juste des. Mais c'est même à mon avis, tu peux aller plus loin. Tu peux avoir en usine, alors en Chine, tu avoir ta petite usine avec tes injections à moule et juste reproduire Enfin, il n'y a rien qui me paraît techniquement difficile à reproduire à la figurine. Et à mon avis aussi, je peux me tromper, à mon avis, ça pourrait être totalement indifférenciable. Encore une fois, de ce que je vois, tu peux avoir exactement la même figurine et personne le saurait. Alors peut-être tout le packaging, tout ça, c'est plus compliqué déjà à expliquer, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a une industrie de faux Warhammer qui existe et à quel point elle est problématique? Ou à quel point, au final, les gens, ils ont beaucoup d'argent, ils veulent avoir le vrai truc. C'est parce que c'est ça qui les fait vibrer. Et finalement, même si le produit est le même, s'ils savent que ça vient pas de la bonne source, ça compte pas, quoi. Mais après, c'est un peu comme les faux Lego et tout, tu vois. Tu peux avoir des faux Lego, mais ça empêche pas Mais que Lego, Lego se vend. tu peux argumenter qu'il y a souvent des différences de qualité. Il y a vraiment, Là, ça c'est sera quand même pareil. relativement compliqué à faire. Ça Mais sera là, pareil. Si tu passes penses des heures, ouais, si tu passes des heures à peindre un truc, tu verras la diff.
Ok. Donc, il y a en gros, il y a différents niveaux de fake. Le plus simple, c'est tu fais une figurine qui est légalement distincte, mais qui peut la remplacer, et tu vends des Mhm. fichiers qui peuvent être imprimés en impression 3D. Donc là, les gens, et ça, il y a plein de gens qui le font, et Games Workshop peut pas faire grand-chose contre parce que c'est pas leur copyright, tu vois, c'est pas leur truc. Après, t'as les gens qui vont faire un recast, donc ils vont prendre le truc d'origine, ils vont faire un moule à partir du truc d'origine et essayer de le refaire. Donc là, pour le coup, du coup, là, ça devient de la contrefaçon. Donc là, tu peux trouver. Mais finalement, même là, tu vois, c'est la moitié du prix, tu vois, mais je pense que du coup, leur processus, il coûte quand même un peu d'argent. Parce qu'ils n'arrivent pas à Mhm. le faire pour genre, tu vois, des tarifs comme tous les trucs de Chine, tu vois, un petit jouet en plastique et tout, ils n'arrivent pas à le faire. Donc ça, tu peux faire. T'as des sites Mais chinois, hein. après, Effectivement, enfin, Paul a raison là-dessus, c'est que ouais. c'est ce qu'ils font en fait. Ils achètent les figurines Ouais. officielles et ils vont faire des moules. La seule diff, effectivement, c'est que en fait, historiquement, c'était du métal, voire du plomb, les figurines. Ensuite, ils sont passés sur un Mhm. truc qui s'appelle la résine, qui est parfois un peu cassante, qui est difficile à travailler, etc. Et au fur et à mesure, ils sont en train d'enlever toute leur gamme de résine historique et de ne garder que du plastique. Et c'est du plastique injecté avec des moules qui doivent coûter très très cher, etc. D'où le fait de garder ça au UK et de ne pas externaliser en Chine. Mais du coup, ce que tu trouves en contrefaçon, tu n'as jamais de plastique injecté comme ils font eux. Et donc, c'est toujours ce qu'ils appellent de la résine. Et c'est plus difficile à travailler, effectivement. C'est pas la même qualité quand tu peins, etc. Mais ça existe, quoi. Je pense que c'est une question de télé aussi. Parce qu'en fait, pour ouvrir un moule, ça va prendre peut-être 2 Ouais. mois, 3 mois. Et donc, rien que ça, t'as déjà 2-3 mois de retard parce que si tu ne connais pas la figure en avance, c'est un investissement. Alors, c'est petit truc, mais pour chaque figurine, tu as peut-être pour 5 000 € de moule. Et plus effectivement, il faut être précis. Plus pareil, il y a un nombre limité de boîtes en Chine qui peuvent le faire. Et donc, je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, par figurine, tu auras qu'un investissement, tu arrives à 3-4 mois de retard. Bon, tu as forcément le risque Lego en plus. Alors que résine, effectivement, tu peux les matraquer avec aucun investissement quasiment. Donc, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas encore pris vraiment. Et peut-être en fait, enfin, je sais pas, ça se trouve, la demande n'est pas si forte en fait pour des contrefaçons, quoi. Donc moi, le puzzle que j'ai autour de cette boîte, c'est pourquoi est-ce qu'ils continuent à avoir la fabrication au Royaume-Uni? Parce que ce que tu entends systématiquement, c'est que les stocks sont limités, parce que l'usine est à capacité, et que comme c'est le Royaume-Uni, il faut 1 milliard de permis, de machins pour pouvoir construire, et que donc ça fait des années et des années qu'ils essayent de construire leur usine, qu'ils sont en forte croissance, et que donc c'est pour ça que les stocks sont limités. Et je me suis toujours demandé si la raison de fabriquer au UK, c'est pour des raisons d'éviter des contrefaçons comme tu l'as dit. Est-ce que c'est un truc genre un engagement, genre on va pas délocaliser alors qu'on fait des profits énormes? Ou est-ce que c'est une stratégie qui est de dire oui, nos prix sont énormes, mais nous on fabrique au UK et qu'ils se disent que leur prix serait moins défendable si ils délocalisaient une partie de la production en Chine? Parce que tu as quand même l'impression que la demande est largement au-delà du supply qu'ils sont capables de fournir, qu'il y a souvent des trucs qui sont out of stock, donc je pense qu'ils ont des rotations de fabrication. Donc parfois, il y a effectivement des boîtes qui sont out of stock pendant genre 6 mois, 9 mois, et les gens, ça les rend fous, notamment si c'est un truc qu'ils veulent pour leur armée, etc. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a des vrais problèmes de production, et je me suis demandé sur pourquoi est-ce que c'est les derniers mecs à fabriquer des trucs au UK et à s'entêter à faire ça. Moi, Est-ce que tu as une opinion sur la raison? ouais, j'ai 4-5 insights. Le premier, c'est que. Et d'ailleurs, c'est ouf parce que quand tu regardes sur Google Maps et que tu tapes Warhammer World, Paul, si tu vas aller voir en termes d'usine, c'est minuscule, quoi. C'est vraiment un gros hangar et ils sont en train de construire une deuxième usine de production à Nottingham. Mais. C'est sûr, ils sont capés par le nombre de machines d'injection. Je pense que c'est quasiment sûr que c'est juste ça la Ah limite. bah ouais, Et c'est donc, ils clair. pourraient en apporter plus de Chine. Ouais. Donc, je pense que c'est un peu artificiel, quoi. Pour moi, les 4-5 insights, c'est. Je pense que ils veulent avoir un contrôle total sur la qualité. Et le fait que ça soit l'endroit, le pôle, soit à l'endroit où ils commercialisent, il y a le marketing, il y a les shootings photos, etc. Je pense que ça joue. Deuxième, c'est que je pense que ça. Je serais curieux d'entendre Paul là-dessus, mais je pense que le fait que tout soit sur place leur permet de faire des tests qualité hyper rapidement, d'aller innover sur des moules très rapidement, parce que en fait, les sculpteurs sont genre dans le bâtiment à côté de là où ils fabriquent potentiellement, ils injectent le plastique, etc. Et donc, je pense qu'il y a des boucles d'itération de figurines qui sont assez rapides. Globalement, un modèle qui sort et qui est commercialisé, il est pensé généralement, c'est des cycles de création de 2-3 ans. Entre, on a le concept, on a des sculpteurs qui sculptent avec un peu de 3D et du traditionnel.
On fait les tests, on fait les peintures, les packaging, etc. Je pense qu'il y a le côté full marge aussi. C'est-à-dire que le produit est très cher. Et effectivement, je te rejoins là-dessus, Stan, ça serait moins entendable et défendable si c'était en Chine. Parce que c'est un truc sur lequel ils sont extrêmement fiers. C'est écrit sur les grappes, c'est écrit sur les boîtes. Ils communiquent Ouais. régulièrement sur le fait que tout est fait à Nottingham, voilà l'équipe, etc. Et je pense que le dernier point, et donc en fait, tu vois, ça fait partie de leur culture d'entreprise, je pense, et c'est un patrimoine anglais, quoi, qu'ils veulent absolument garder. Et à mon avis, le dernier point, c'est secret industriel. C'est-à-dire que, ouais, il y a de la copie, mais il n'y en a pas tant que ça. Et qu'en fait, je me dis que tu outsources, tu sous-traites cette production-là en Chine. En vrai, dans le mois, tu as full copie de ça et full copie plastique. Et compte tenu du prix, si demain tu me dis, il y a une full copie plastique qui vaut 3 fois moins cher, je pense que tu as les 3 quarts des gens qui passent par là. Parce que tout à l'heure, tu vois, on disait, il y a beaucoup d'ingés, de devs, des CSP+, etc. Ce qui est assez fou, c'est que j'ai l'impression que tu n'as pas de juste milieu sur la population. C'est soit des populations qui sont CSP+, soit honnêtement, tu as aussi des populations qui, en fait, les fins de mois sont compliquées, tu vois. Mais qui pourtant sont depuis 20 ans et qui achètent quelques figues et qui sont frustrés de putain, j'ai pas les moyens d'autres gens qui peuvent acheter des montagnes de boîtes et faire des shorts TikTok en mode voilà ma pile. Et donc en fait, tu vois, tu as les deux et ces gens-là sont beaucoup plus averses au prix. Et donc, je pense qu'il y a ça, ouais. Voilà. Je suis d'accord, je pense effectivement, ils font une sorte d'arbitrage marketing dans le fait de dire que c'est UK. Alors qu'en réalité, je pense que la différence de prix serait pas énorme entre fait en Chine et UK. Parce qu'au final, il n'y a pas de travail manuel en fait. C'est juste la machine qui imprime, qui imprime figurine après figurine, enfin qui moule figurine après figurine. Donc, in fine, c'est juste le coût de l'importation peut-être de la machine. Et, euh, et, euh, et après, par contre, je pense que le plus gros avantage pour eux, c'est effectivement le cycle qui doit être beaucoup plus rapide. Parce que s'ils travaillent avec la Chine, il y aurait celui qui fait le moule qui serait en Chine potentiellement. Il faudrait que dès que le mec il sculpte, il envoie l'update au mec qui fait le moule, qui fasse un test, que ça repart. Mm. Alors que là, j'imagine, c'est un circuit beaucoup plus fermé, beaucoup plus proche. Et effectivement, pouvoir faire les petites modifications et directement travailler sur le moule. Tester s'il y a un problème de qualité, boum. Pareil, t'as pas besoin de découvrir que ça arrive en Chine. Puis, Donc en fait, pour eux, je pense que c'est pas tellement plus cher. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et en plus, ils gardent un peu ce cachet. C'est made in UK. Alors qu'au final, c'est le même plastique que si c'était en Chine. En fait, il n'y a pas de différence fondamentale en tant que telle, quoi. On a parlé un peu du rôle des magasins. Donc, les magasins ont cette boucle assez intéressante où ils vont beaucoup jouer sur les displays. Ils ont des trucs, ils ont des centaines de figurines qui sont peintes où tu te demandes toujours, mais qui a peint ces centaines de figurines? Apparemment, c'est juste les employés qui peignent des centaines de figurines. Ils ont des displays avec des décors, tu peux te balader, c'est joli et tout. Et après, la stratégie du dealer, donc tu as un mec qui est là, ils sont vraiment généreux avec les nouveaux arrivants, qui va faire une partie de démo, une meeting gratuite, un cours de peinture. Tu as tout un système où ils te donnent une espèce de cahier avec des tampons à collectionner en fonction de ce que tu fais. Et après, tu as des bonus termes. Tu dis, mais en fait, j'ai encore rien acheté. On m'a donné plein de trucs gratos. Des starter sets avec de gros discounts. Et après, ils ont une figurine gratuite tous les mois. Donc, tous les mois, tu peux venir dans ton magasin. Tu dis, hey, je voudrais une figurine gratuite. Ils font, oh, voici une figurine gratuite. Et tu pars. Tu n'as même pas besoin d'acheter un truc. Juste pour faire tourner les gens dans la boutique et les faire venir et tout. Donc, le rôle est vraiment intéressant où ils ont maximisé le magasin. Je pense moins comme point de vente, mais comme point d'entrée, quoi. Et je pense que ce que tu disais, Alexis, est intéressant. Un truc qui est marquant, notamment en Europe, c'est que les Warhammer sont moins chers dans les boutiques tierces que si tu vas dans le magasin officiel Warhammer, parce que tous les boutiques tierces se donnent un discount de 10-20%. Et je pense que c'est un des trucs de dire, ok, les boutiques, c'est pour faire venir les nouvelles personnes, et les pro-gamers de ouf qui vont jouer, on va les laisser aller dans les boutiques tierces. Et voilà, ils ont pas besoin d'être là, quoi. La boutique est vraiment un truc c'est une vitrine pour faire venir les gens. Un peu un flagship. D'autres éléments un peu marketing psychologique qui sont plus classiques, on n'a pas besoin d'en parler beaucoup, mais le premier, c'est le sunk cost. Une fois que tu as été là-dedans pendant quelques années, bah, tu as vraiment investi de l'argent, tu as investi du temps, tu as investi de l'effort dans le truc. Forcément, tu as envie de continuer. Et les gens vont du coup devenir notamment très fans d'une certaine faction, d'une certaine armée, qui vont collectionner, et ça devient une part de leur identité, l'armée qu'ils se sont construite, et ils vont te dire le nombre de points qu'ils ont sur une certaine armée. Et le dernier, c'est l'effet de réseau, qui, je pense, est l'explication numéro 1 pour les parts de marché énormes de Games Workshop. C'est-à-dire que sur les jeux qu'eux, ils ont fait, où il y a beaucoup de gens qui jouent, bah, c'est beaucoup plus facile de trouver un adversaire.
versus si tu as trouvé un nouveau jeu un peu inconnu sur une compagnie indépendante, pour eux de pouvoir recréer une masse critique de joueurs où en fait tu peux trouver des parties serait extrêmement extrêmement dur. Donc du coup, si tu veux jouer un peu ce type de jeu, il vaut mieux graviter vers les produits phares de Games Workshop plutôt qu'essayer d'aller trouver un truc où tu auras du mal à trouver des gens, quoi. Et c'est compliqué d'essayer de convaincre les gens de se mettre à un jeu comme ça avec une barrière à l'entrée qui reste énorme. Mais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que tu as les hardcore fans de games, en mode game, c'est incroyable, etc. et j'achète tout. Et tu as l'opposé, tu as vraiment un effet répulsion de fou, où des gens qui vont jouer à d'autres jeux, plus petits, plus confidentiels, qui sont en mode games, c'est le mal absolu, quoi. C'est le mal absolu, c'est la boîte capitaliste par excellence, c'est des techniques marketing dégueulasses, c'est des dark patterns dans tous les sens, etc. Et donc, on le sait, tu vois, quand une marque a vraiment deux clans, du coup, quand toi, tu es du clan de games, tu vois, ça te renforce ce truc de je suis à la bonne place, ils ont complètement tort, qui jouent avec leurs petits jeux débiles où il y a 5 pécos qui se battent en France pour jouer à ça. Et ça, en fait, Games l'a bien compris parce qu'il y a tellement de sorties. Dites-vous que la période entre Noël, donc en gros entre le 20 décembre et le 4 janvier, c'est c'est la seule période de respiration dans l'année où il n'y a pas de précommande et il n'y a pas d'annonce. Sinon, tout le reste du temps, toutes les semaines, il y a des nouvelles figurines qui sortent, quels que soient les jeux. Et donc en fait, moi j'ai essayé de faire d'autres jeux à côté, mais en fait, j'ai un temps limité et en fait, quand tu as déjà investi tellement d'argent dans Warhammer, tu te dis: «OK, je vais aller là-dedans» et là où ils sont très forts aussi, c'est il y en a pas mal qui rentrent par des jeux beaucoup moins chers, avec des licences plus connues encore. Par exemple, il y a tout un écosystème de jeux de wargame autour de Star Wars, qui sont moins chers et cetera. Mais en fait, Games en fait, beaucoup se disent: «OK, c'est cool, c'est sympa, c'est des petits jeux», mais il y a pas la profondeur de jeu de Warhammer. Il y a pas le nombre de joueurs de Warhammer et donc en fait, il y en a aussi pas mal qui commencent par des petits jeux, où il y a deux trois figurines et qui ensuite, vont chez, le mastodon, de Games et je pense que Games, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui le récupèrent, venant d'autres univers là-dessus, parce que je pense que c'est colossal, quoi et ils reprennent pas mal de codes, heu, bien connus, tu vois? Ils font des comment ils appellent ça? Des sortes de conventions, des grosses sorties, des gros reveals, ce qu'ils appellent des reveals, 4-5 fois dans l'année où, c'est vraiment à l'américaine en mode, c'est des énormes shows en mode, alors qu'on parle de figurines en plastique qui sont mis en scène, avec des effets de caméra et tout. Mais il y a un vrai truc où, ils en font vraiment un produit de luxe, quoi, qu'ils mettent en avant, heu, où ils expliquent un peu tout le travail qu'il y a eu derrière, toutes les équipes qui ont bossé dessus, tous les sculpteurs et cetera. Donc ça aussi, ça joue beaucoup, ouais. Ouais. Donc parlons d'idées de business. Donc on a parlé de comment est-ce que Games Workshop est très fort pour prendre notre argent. Est-ce qu'il y a un moyen de gagner de l'argent avec tout ça? Donc c'est la stratégie du bernacle, le petit mollusque qui est collé à la baleine et qui navigue avec, que j'ai classé du plus simple au plus compliqué. Donc le plus simple, c'est la création de contenu. Évidemment, moi, le YouTube, c'est un élément qui m'intéresse, donc je suis toujours curieux des niches YouTube qui existent. Donc il y a beaucoup de vues à faire sur Warhammer. J'ai l'impression qu'en termes de gagner de l'argent, c'est pas incroyable. Pourquoi? Parce que ce marché est dominé par un énorme bébé qui s'appelle le Games Workshop. Et ils sponsorisent pas en fait les YouTubeurs. Donc c'est un peu l'effet Apple, où en fait quand Apple sort un nouvel iPhone, il n'a pas besoin de faire des vidéos sponsor pour le nouvel iPhone, puisque tous les YouTubeurs un peu tech sont forcés de sortir une vidéo sur le dernier iPhone pour faire des vues. Et Games Workshop a le même élément. Tous les YouTubeurs Warhammer sont forcés de parler de Warhammer et de parler de nouvelles releases pour faire des vues. Donc du coup, Games Workshop n'a pas besoin de les sponsoriser. Ce qui du coup laisse en termes de sponsors pour les YouTubeurs et par extension de gens qui peuvent faire des pubs sur leurs vidéos, il y a la peinture, où là où ils ont un peu de concurrents, il y a les gens qui vendent du terrain, il y a une boîte qui vend des dés, il y a tout un tas d'accessoires différents que tu peux avoir. Mais j'ai aussi vu des pubs pour des trucs beaucoup moins ciblés, du type des stand-up desks, j'ai vu des chaises de bureau. Il y a une marque de t-shirt qui, pour une raison inconnue, sponsorise beaucoup de YouTubeurs. Et je me dis, mais comment est-ce qu'en vendant des t-shirts à 20 balles, ils arrivent à rentabiliser tous leurs placements produits après, ça fonctionne, mais ça te montre que c'est moins ciblé, que c'est pas aussi juteux qu'une niche comme la tech, qu'une niche comme la finance, ou même des niches comme la nutrition, où on a des placements de produits de suppléments alimentaires ou compagnie avec des grosses marges. Donc, mon impression en regardant cette niche, c'est que certaines personnes peuvent commencer à vivre de leur chaîne en faisant
15 à 30 000 vues par vidéo, en tout cas sur le milieu anglophone, ce qui est pas mal, parce qu'il y a des niches, enfin, tu joues à GTA sur YouTube, tu fais 30 000 vues par vidéo, t'as rien du tout, quoi. Ici, ils peuvent vivre, notamment parce que c'est quand même une niche où les gens dépensent de l'argent, et parce qu'ils ont des Patreons. Donc, la chaîne que je connais le mieux, qui s'appelle Mountainside Tabletop, qui est une chaîne spécialisée sur un sous-jeu qui s'appelle Kill Team, ils ont 40 000 abonnés. Ils font entre 7 et 40 000 vues par vidéo et ils ont 1400 personnes sur Patreon. Ce qui veut dire qu'ils ont un taux de conversion de 3,5% vers Patreon, ce qui est énorme pour YouTube. Beaucoup de gens seraient contents d'avoir un dixième de ça. Et donc, je pense qu'ils font peut-être 8 à 10 000 euros par mois juste avec leur Patreon, plus un peu d'AdSense, etc. Donc, c'est pas énorme et c'est une des plus grosses chaînes sur ce sous-jeu en particulier. Sur Kill Team, il n'y a personne qui a plus de 40-50 000 abonnés. Sur Warhammer 40 000, évidemment, il y a des beaucoup plus grosses chaînes. Donc, je pense qu'il y a des gens qui font peut-être 50, 60 000 par mois sur ces niches-là. Et je pense que c'est le top du top sur la niche. Donc, la niche Et est encore, hein. pas mal sur YouTube, mais elle est pas oufissime. Ouais, tu vois, le plus gros youtubeur, je pense que c'est le plus gros youtubeur qui parle de Warhammer, c'est un Norvégien. La chaîne Squidmar, c'est s'appelle ça? Squidmar Miniature, ouais, ça te parle peut-être. Ouais. Ouais. Il a genre 750 000 abonnés? Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est la plus grosse chaîne. Et eux font pas mal de sponsors, des Squarespace. Tu vois, tu disais des trucs qui n'ont rien à voir. En vrai, Squarespace, ça n'a rien à voir avec les Warhammer. Et eux, je pense qu'ils commencent à palper pas mal en termes de. Et je crois qu'ils ont un Patreon. Mais tu vois, à mon avis, je pense qu'ils vont même pas chercher les 50K parce que. Enfin, tu vois, je serais que. En France, ce qu'il faut savoir, c'est que. En France, les gens n'aiment pas l'argent dans le hobby. Faut le savoir. Tous les créateurs de contenu n'aiment pas l'argent et c'est un truc où il faut pas trop en parler, quoi. Et typiquement, une des plus grosses chaînes en France qui s'appelle French War Game Studio, c'est une chaîne qui a dépassé, je crois, les 100 000 abonnés. Ils ont un Patreon qui doit faire à peu près 1000 personnes et ils partagent ces chiffres assez, enfin, de temps en temps sur des lives, etc. Et tu vois, je crois que le Patreon leur rapporte 6 ou 8 000 euros par mois. Mais en fait, ce qu'ils racontent, c'est que ça leur paye les 2 monteurs qu'ils ont quasiment full-time. Et c'est tout, quoi. Et en fait, en fait, ils veulent pas forcément mettre beaucoup de levier. Ils ont quelques sponsors, tu vois, genre des Oli, des trucs comme ça, mais pareil, c'est 100, 200 euros par vidéo, ce qui paraît ridicule. Et c'est beaucoup de cashback, quoi. C'est de la commission. Mais tu vois, tous ces gens-là, ils veulent pas mettre en place des leviers comme nous, on pourrait le faire. Tu vois, moi, je lui avais suggéré l'idée parce que moi, à l'époque, je cherchais des formations pour apprendre à peindre mieux, tu vois. Réflexe basique en fait, je cherche des formations. Et donc, j'en avais acheté quelques-unes qui n'étaient pas folles. Et je lui avais dit, mais avec la communauté que tu as, fais une formation, quoi. En plus, tu sais bien peindre, tu as toute une équipe de peintres, de potes à toi qui peuvent le faire, etc. Et leur vision, c'est non, non, on veut pas faire d'argent comme ça, tout ça, on veut le rendre public. Et donc, ils sont très sur un business très communautaire d'abonnement, etc. Ce qui, pour moi, rend le business hyper fragile parce que ça veut dire qu'il faut que tu produises des choses exclusives sur Patreon, etc. Alors qu'en vrai, on le sait très bien, une bonne formation avec 100 000 abonnés, des gens qui veulent acheter même sur des petits produits, enfin, ça le mettrait à l'aise financièrement. Et dis-toi que cette chaîne-là, donc elle fait, tu vois, 100 000 abonnés. Le fondateur de cette boîte-là ne se rémunère même pas avec son business YouTube. Il se rémunère seulement avec des subs Twitch, qui est un truc qu'il fait à part le week-end, etc., quoi. Ce qui me paraît hallucinant. Enfin, je veux dire, il y aurait moyen de faire plein de trucs et dans le hobby, les gens aiment pas trop l'argent, vraiment. En tout cas, en France, c'est un truc, faut pas trop. Tu vois, non, ça reste un truc d'amateur, de passionné, etc. Faut pas trop mettre l'argent comme truc premier. Il faut pas être trop agressif quand on communique sur les vidéos, etc. C'est assez fou, quoi. Ce qui m'a un peu changé, moi. Ce qui t'a un peu changé à quel niveau? Bah, si tu veux, moi, j'étais pas habitué. Tu vois, dans les milieux dans lesquels je suis, c'est normal de Ouais. parler de ses produits, c'est normal de payer pour avoir un service différent, etc. Et Art of War le fait très bien, tu vois. Art of War, c'est un abonnement, tu as accès, tu as du coaching individuel, etc. Et en fait, ça gêne personne aux US. Et même certains Français que je connais s'achètent du coaching aux US, ça gêne personne. En France, personne n'ose faire ça, quoi. Ou en tout cas, ceux qui le font, ils le font un peu discret. En mode, c'est un peu sous le manteau. Je fais du coaching, mais faut pas trop que j'en parle parce que je me sens un peu sale, tu vois. Ok. Je pense qu'il y a un peu un même effet dans certaines communautés médicales où aux US, les médecins, ils sont achète mes suppléments alimentaires. Et en France, c'est un peu ah non, c'est contre la déontologie, je peux pas le faire et tout.
Il y a une petite différence à ce niveau-là. Ok, donc ça, le premier truc YouTube, on a vu. Bah, j'ai un peu analysé cette niche et je trouve pas l'opportunité incroyable. Euh, ouais, même si les vidéos peuvent faire du vu sur le lore, etc., bah, tu monétises pas de manière incroyable. Donc, le deuxième business qui existe autour de ça, c'est de vendre des fichiers STL, donc des fichiers que tu peux faire de l'impression 3D. Donc, il y a différents niveaux. Je pense que les deux plus grosses niches, le premier, c'est les proxys dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, il y a un procès contre un mec qui s'appelle Gamac. Je crois que c'est un Italien qui, qui a un gros truc où ils produisent essentiellement des alternatives aux miniatures Warhammer que tu peux imprimer toi-même chez toi à la maison avec ton imprimante 3D résine. J'ai regardé un peu, il fait plus de 100 000 $ par mois sur Patreon et il a d'autres leviers de vente, il a des boutiques directes, etc. Au total, j'estime quelque part entre 150 et 200 000, je pense, par mois de CA. Sachant que lui, pour le coup, il vend des produits dématérialisés, il vend juste des fichiers que tu peux télécharger et imprimer tout seul à la maison. Donc là, je pense qu'il y a des business qui sont pas trop mal à Je ce me demande à niveau-là. quel point ça serait considéré comme illégal, toi. Bah justement. Voilà, là, il s'est en Tu procès. vends pas directement le produit final, tu vends juste. Après, techniquement, ça reste un dessin d'un truc, j'imagine. Tu as un fichier 3D, je sais pas comment exactement, à quel point ils peuvent le classifier comme absolument. Bah, Mais du je sais coup, pas, par contre, par c'est exemple, pas toi, leur Super modèle. Toi-même. Ouais. C'est pas Ok. leur modèle. Donc c'est pas leur copyright. Donc là, ils lui font un procès sur concurrence déloyale. Essentiellement en disant tu fais des modèles qui sont trop proches des nôtres, qui sont des alternatives, sans avoir dépensé toutes les dépenses de design, de marketing, de machin. Mais tu vois, à quel Voilà. point il Après, faut. si tu fais exactement le même modèle, c'est de la contrefaçon et là, t'es take down immédiatement. D'ailleurs, ça, c'est un truc très intéressant sur Game, c'est que. Donc Gamma, qui est une boîte, effectivement, je suis surpris qu'ils fassent autant, mais pourquoi pas. Euh, mais En tout cas, sur Patreon, ils ont genre 10 000 personnes et le tiers, c'est à 10 $. Donc Ah sur ouais, Patreon, ils ont au moins ça. ouais. Et du coup, en fait, ça, c'est un truc que beaucoup de youtubeurs et de boîtes qui ont des business connexes à Warhammer subissent. C'est en fait, ils sont spécialistes des mises en demeure et des shutdowns de Mhm. business games. C'est très silencieux, personne n'en parle beaucoup. Et Gamac est un des rares qui a mis le truc sur le devant de la scène en disant voilà, je me fais attaquer, et qui a d'ailleurs créé une cagnotte, je sais pas où on est cette cagnotte-là, mais en mode on va se défendre contre Games, et tous les gens qui sont genre contre Games venaient avec moi globalement, et donc je crois qu'en quelques jours il avait réussi à lever déjà 30 ou 40 000 $. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que en fait, vu que personne n'aime trop l'argent et que c'est des business un Là, peu de il niche, est à machin, 45 000. ouais, c'est ça. Bah en fait, Ouais. Games envoie des mises en demeure et en mode stop ton Mhm. business. Et puisque personne ne fait beaucoup d'argent, bah, personne n'a les moyens de se défendre contre Games. Et ils savent aussi qu'ils sont un peu borderline, en fait. Exactement. Je pense que ouais, là, il y a un peu un côté. Il sait pas exactement la miniature, mais il a quand même pris le même mec. Les noms sont assez marrants. Ils peuvent pas appeler ça un Space Marine, donc ils vont appeler ça un Space Soldier. Ouais. Ils vont trouver tout un tas d'alternatives. Ils peuvent pas appeler ça Death Guard, ils vont appeler ça la Death Army. Voilà, ils savent qu'ils sont un peu que si ils partent vraiment en procès, ils vont pas vraiment gagner, quoi. Mais lui, pour le coup, il essaye de se battre, de se défendre. Donc, après, lui, pour le coup, il a quand même un cash flow à défendre et qui peut se financer. Si mes estimations sont correctes. Mais voilà. Non, mais je serais pas Sauf dégueu. si j'ai pas compris et qu'il a, voilà, Ouais, ça paraît pas il y a beaucoup déconnant. de monde en gratos. Voilà. Donc, le truc qui est plus safe si tu sors de ça, c'est tous les terrains. Parce que du coup, Games Workshop te vend un peu de terrain et tout, mais il y a beaucoup d'impressions 3D sur les terrains. Notamment sur Kickstarter, il y a pas mal de gens qui peuvent faire un projet Kickstarter que le mec, il a designé tout seul un peu chez lui en quelques mois et qui va faire entre 50 000 et quelques centaines de milliers de dollars. Et après, il les vend. Donc, voilà, tu peux acheter un pack de terrain pour entre 10 et parfois 30, 40 que tu peux imprimer tout seul à la maison. Et là, pour le coup, c'est safe parce que c'est pas en concurrence directement avec Games Workshop. C'est un produit purement complémentaire qui, eux, les intéressent moins, à mon avis, parce que c'est juste moins rentable par kilo de plastique qui est produit de vendre du terrain versus vendre des figurines. Et là-dessus, il y a pas mal de petits, on va appeler ça des petits lifestyle business sur des gens qui peuvent se créer un peu des niches et qui fonctionnent bien, notamment un YouTuber qui est, je pense, un de ceux qui monétise le plus efficacement, que j'ai regardé, qui s'appelle Eons of Battle. Il fait surtout des tutoriels de peinture. Et lui, ce qu'il a, c'est du coup un Patreon membership. Et tous les mois, il a un truc de terrain qu'il release.
Et donc, ça donne une incentive supplémentaire aux gens pour s'abonner et le soutenir. Et ça, je pense que ça fonctionne bien. Leur modèle, ces promotions, ces intégrations produits sont vraiment bien quand ils promeuvent son truc. Et voilà. Et du coup, ils vendent du terrain. Plutôt que vendre des figurines, où pour le coup, les gens achètent leurs figurines chez Games Workshop. Donc, pourquoi ils viendraient chez lui? Donc, du coup, tu es obligé un peu de faire des espèces de copies équivalences de Game Workshop, te plaçant dans une position différente par rapport à la boîte. Lui, il dit non, je vais juste faire du terrain. Tout le monde a besoin de terrain, c'est complémentaire. Mon terrain, il est cool. Et les gens sont prêts à payer pour ça, s'ils ont investi dans une imprimante 3D et tout. Un peu plus complexe, T'as d'ailleurs des on a fermes, tout ce qui est les... t'as des boîtes Vas-y. qui s'appellent des fermes à imprimantes. T'avais quelques Français qui faisaient Ouais. ça, qui avaient genre 30, 40, 50 imprimantes 3D et qui font tourner de l'impression 3D sur demande aussi. Au-delà d'avoir juste les fichiers STL, d'avoir vraiment. Tu vois, typiquement, Mm. moi, j'ai pas d'imprimante. Ça m'est déjà arrivé de commander des fichiers de terrain, enfin des terrains qui arrivent directement chez moi, imprimés, nettoyés, etc. Et en fait, derrière les boîtes, pour avoir un peu discuté avec les mecs, c'est ouais, des mecs qui ont 40, 50 imprimantes qui tournent en continu, H24, en mode c'est des petites fermes, quoi. Ce qui est assez marrant. Mais c'est toujours assez cher. Je pense que le business model est pas méga efficient parce que ils sont obligés de le pricer assez cher pour réussir à faire de la marge sur ça. Je pense qu'il y a quand même un peu de main-d'œuvre, de setup le truc, de retirer le truc de la machine, de l'expédier, etc., qui fait que c'est. Ouais, ils sont obligés de pricer assez cher, je trouve. Où tu fais pas des économies incroyables par rapport à acheter du terrain en plastique normal, si tu passes par une ferme. Et Opportunité suivante, vas-y. non, j'allais dire, et d'ailleurs, une idée de business annexe à ça, auquel je pense que j'avais pas noté, c'est il y a une boîte qui commence à le faire qui s'appelle My Mini Factory, je crois, qui est au UK, mais j'ai un doute. Demain, tu Qui est vois, une le truc marketplace. qui, à mon avis, pourrait faire chuter drastiquement aussi les barrières d'entrée sur le wargame, c'est de pouvoir imprimer de la figue et que cette figurine-là, au moment où elle est imprimée, elle est aussi pré-peinte, tu vois. Genre, elle arrive pré-peinte, en Ouais, fait. Et donc, en fait, tu reçois tes ouais, ouais. figues, ton armée de Warhammer, et en fait, elle est déjà peinte, assemblée, etc. Il y a des tests qui sont faits parce que mixer l'impression et en plus la peinture en même temps, c'est très compliqué. Et il y a pas mal de R&D qui sont faits, notamment au UK, là. Je crois que c'est My Ok. Mini Factory qui bosse dessus. Et ça, t'imagines, enfin, tu réduis drastiquement la barrière à l'entrée. Et je pense qu'il y a Hmm. plein de gens qui seraient prêts à payer cher parce que ces gens-là payent déjà cher pour faire peindre leurs propres figurines. Et là, tu casses les barrières à l'entrée qui sont phénoménales, quoi. Et je serais pas surpris qu'un jour un Games rachète ce genre de boîte aussi. Parce que pareil, ils ont jamais racheté trop de boîtes. Ils ont toujours développé leurs trucs en interne. Il y a un moment où ils vont aller chercher une stratégie d'expansion, forcément, tu vois. Hmm. Bah, je me demande ce qu'ils font de leurs 240 millions d'EBITDA par an. Vous avez regardé ou pas? Parce que c'est une boîte UK du coup. Ouais, Parce que ouais, ouais. potentiellement, vous Ouais. pouvez voir leur compte. Qui est Je me coté, demande ouais. s'ils se tirent juste des dividendes et ils vivent comme pas possible. C'est une très bonne question, ouais. À part refaire un site à 5 millions, à 5 millions de dollars, en vrai, j'ai pas l'impression qu'ils font des énormes investissements. Et ils rachètent pas grand-chose. Ouais, ouais, c'est une bonne question. J'ai aucune idée. J'ai pas trop regardé. C'est vrai que c'est une boîte qui est cotée, donc on a accès à tout. J'ai pas regardé. Je sais pas si toi, Stan, t'as dit un peu le truc. Non, mais je pense que ouais, là, c'est du cash flow derrière, hein. Donc, D'ailleurs, ils sont valorisés à un très beau x33 pi. Pour comparaison, LVMH, c'est à combien? LVMH, ils sont à 29. Donc, ils ont un plus gros pi ratio que LVMH, quoi. C'est ce considéré qui comme un fait bien de sens, luxe. hein. Ce qui Ce fait qui honnêtement sens. a du sens. Parce Parce qu'il que y a je une pense que loyauté client, tu vois, c'est ça. qui... Alors que LVMH, c'est juste qu'ils ont beaucoup de marques, mais il y a certaines marques qui chutent. Récemment, c'est Tu vois, qu'ils j'aime pas beaucoup comme LVMH, genre, Gucci. s'il y a un peu une crise en Chine, tout d'un coup, ils peuvent perdre beaucoup de poids en Chine. Il y a plus de facteurs différents. Mais Alors que... c'est fou, ils valent 6,42 milliards de pounds. Donc, c'est genre 7 milliards et demi d'euros, un truc comme ça. 8 milliards d'euros. C'est une des boîtes les plus Game ça a été une Workshop. des boîtes les plus rentables pendant le Covid, hein. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Pour eux, c'est incroyable le Covid. opportunité suivante de business, je pense que c'est vachement plus compliqué, c'est la peinture. Mais la peinture, c'est le domaine où Games Workshop, qui ont leur propre ligne de peinture, etc., qui c'est très cher aussi les peintures. Genre un petit pot de peinture, c'est quoi en euros? C'est 4,50 €, Ouais, ça un dépend petit des pot de marques. Ça va peinture. entre. Tu peux en trouver à Mais chez 2,90. Citadel, sur Citadel. Citadel, ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être 4 ouais, 4 euros, ouais.
Ouais, 4, Donc 4, 50. Citadel étant la marque officielle de Games Workshop. Ouais. Donc là, je pense que c'est le truc où, notamment si tu regardes les youtubeurs, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Warhammer qui te parlent d'autres jeux à droite à gauche, mais la plupart vont utiliser aussi d'autres peintures, donc ils sont moins totalement dominants sur la peinture. Donc j'ai trouvé entre 3 et 5 marques qui font entre 10 et 33 millions par an de ventes de peinture. Donc la plus grosse serait Army Painter. Et je pense qu'il y a une boîte espagnole qui s'appelle Valero qui fait peut-être 23 millions, selon ce que j'ai trouvé, avec des marges peut-être de 20-25%. Et les peintures ont plus de percées. Ils sont aussi souvent forts pour collaborer avec des créateurs de contenu qui vont avoir leurs propres couleurs, leurs propres lignes séparées. Forcément, si tu es créateur de contenu, c'est difficile de créer tes propres peintures à partir de zéro, mais tu peux sélectionner des couleurs. C'est ce qu'a fait Squidmar, par exemple. Avec Valero, il me semble, ils ont leur propre boîte avec leurs couleurs qui sont juste en fait recombiner des peintures qui existent déjà. Donc là, il y a des business qui existent. Je pense que c'est vachement compliqué d'un point de vue technique et d'un point de vue awareness, etc. Mais il y a quand même des marques qui se lancent, notamment s'ils sont backés par un gros créateur de contenu. Donc il y a un mec qui s'appelle Duncan Rhodes, qui était un ancien présentateur de tutoriels de peinture chez Games Workshop, Ouais, qui peintre. a fait sa propre chaîne. Il était peintre chez eux, ouais. Ouais. Ouais, il a du coup sa propre académie de peinture, ce que tu disais, il fait des formations un peu académie de peinture, et il a sa propre marque de peinture qu'il a fait et qui a l'air de. Ils font souvent des releases, etc. Je pense que c'est un truc de niche, mais qui a des bonnes marges et qui monétise efficacement au niveau de son audience. Donc, peinture compliquée, à mon avis, d'un point de vue technique, au niveau de la chimie, etc. C'est très compliqué. Mais il y a des marques qui arrivent bien à s'en tirer là-dessus et qui rivalisent bien avec Games Workshop à ce niveau-là. Je trouve que le plus compliqué sur un business comme ça, c'est un business comme d'hab physique, mais c'est l'approvisionnement et la disponibilité des produits. Et pareil, tu vois, tu as vraiment des teams, quoi. Tu as les teams Citadel, tu as les gens qui sont team, tu parlais de Valero, Army Painter, etc. Et typiquement, pourquoi est-ce que Army Painter est une des marques qui fait le plus de cash aujourd'hui? C'est que c'est la marque qui est la mieux distribuée, notamment en France, parce qu'elle s'est maquée avec un distributeur de jeux de société. Ce qui fait qu'en fait, toutes les boutiques qui vendent des jeux de société et de la maquette et du modélisme ont quasiment forcément du Army Painter à disposition. Tu vois, les codes fournisseurs, c'est les mêmes, etc. Et parce que tu as un vrai sujet de pénétration marché sur la peinture, parce que quand tu viens d'acheter ta boîte, bah, tu pas envie d'attendre 3 semaines de te faire livrer. Pour le coup, tu vois, c'est un truc où tu pas envie d'attendre de te faire livrer ta peinture qui arrive, etc. Et, et tu vois, Duncan Hines qui lance un Kickstarter qui fait quasiment 1,5 million sur sa peinture, c'est ouf parce que c'est presque une anomalie, quoi. Enfin, t'en avais plein qui étaient là en mode mais ça va jamais marcher. Enfin, baquer un truc de peinture que tu vas recevoir dans 6 mois, 1 an, alors qu'en fait, tu as déjà beaucoup de peinture à profusion. Et la différence, en fait, ce qui est dur, c'est que la peinture, à moins d'être ultra expert, en vrai, c'est dur de juger si c'est. Tu vois, une figurine, t'aimes pas le design, une peinture, les couleurs, c'est pas les sur ton écran. Et tu vois à quel point tu peux juger de ah, je préfère celle-ci ou enfin la peinture A ou la peinture B. Je trouve que c'est hyper compliqué. Et tu vois, je sais pas à quel point ces boîtes-là, elles vont. Tu vois, tu as la hype sur 1, 2 ans où tu as du fond de roulement. À quel point ça va rester, quoi. Parce que Citadel, la réalité, c'est que tout le monde s'accorde à dire que c'est pas la meilleure peinture, mais c'est la peinture qui est disponible partout, en fait. Tu vas dans un games, t'achètes ta figue, t'as de la peinture, ouais, elle est un peu plus chère, mais au moins, tu ta peinture et tu repars avec ta peinture, quoi. Pas évident, je pense. Pas évident. J'ai une Euh, update sur les chiffres. Ah. Et donc, c'est assez incroyable. Donc, sur une année qui se termine du coup en mai 2025, et ils ont fait en gros environ 200 millions de net profit. 171 millions, c'est à leur dividende. Donc, 20 millions pour staff et 7 millions en réinvestissement. Tu vois. Donc, c'est vrai, en fait, ils tirent la vache à lait comme jamais, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, bah, ça appartient à qui, toi, et c'est peut-être les founders autres. Et en fait, tu n'as aucun shareholder individuel qui possède plus de 1%. Donc, tous les plus gros shareholders, c'est Fidelity, BlackRock, Vanguard. En fait, c'est une boîte qui, je pense, au fur et à mesure des années, ils sont totalement divestis de la boîte. Ce qui rend encore plus intéressant potentiellement ce redressement de 2015. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a, en tout cas en termes de shareholders, il n'y a pas quelqu'un qui avait un intérêt énorme par rapport à ça. C'est un groupe un groupe d'investisseurs qui sont quasiment tous, je pense, passifs. JP Morgan qui a 2,5%, Capital Group qui a 4%. En fait, tous les gros ETF ou tous les gros money managers, ils ont un petit pourcentage, quoi. donc, finalement, l'idée de business la plus ambitieuse, je pense qu'on peut trouver là-dedans,
c'est de faire ce que j'ai dit depuis le début de l'épisode que personne n'arrivait à faire, c'est-à-dire, pour le coup, aller faire un jeu concurrent avec Games Workshop. Donc là, il y a un exemple d'un jeu. Il y a plein de jeux de niche qui existent en marge, hein, qui sont là, mais notamment des jeux un peu Seconde Guerre mondiale, comme Bolt Action, etc., qui existent, et tu vois des gens qui jouent sur YouTube, mais qui n'ont pas le même niveau de pénétration. Mais il y a un jeu qui a réussi à le faire en allant sur un terrain très similaire, qui s'appelle Trench Crusade. Donc Trench Crusade, sur Kickstarter, ils ont fait 20 000 backers, et ils ont fait 3,3 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ici, le business model est similaire à Games Workshop, c'est qu'ils vont faire les règles gratuites pour que le plus de monde possible puisse aller s'intéresser au jeu. Et après, ils vont essayer de se rémunérer sur les miniatures. Et dans le cas souvent de Trench Crusade, ils se positionnent un peu en anti-Games Workshop en disant ah, bah, si vous voulez pas utiliser nos miniatures, c'est pas grave. N'importe qui pourra faire une miniature qui sera compatible. Vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser les miniatures officielles, etc. Pour essayer de briser ce problème de l'effet de réseau et d'avoir plus de volume et plus de miniatures qui sont disponibles, plus de gens qui peuvent accéder au jeu. Tout en se disant, bah, nous, forcément, on va récupérer suffisamment de ventes de miniatures ou de fichiers STL sur ce qu'on propose pour que le truc il soit viable. Donc, pour le moment, ça a fonctionné avec un Kickstarter à 3,3 millions. Et le Kickstarter, il me semble que, je ne sais pas s'ils vendaient du plastique sur le Kickstarter ou s'ils vendaient uniquement des fichiers imprimables, ce qui change un peu la marge dessus. Ouais, Mais eux, fichier. ils ont réussi à faire un Non, ils buzz. donnent tout physique aussi, quoi, Ok. pour 45 $. Ah ouais? Ah non, non, une copie du livre. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux avoir le livre pour 45 $. Ok. Pas la miniature. Voilà. Donc ça, c'est le plus ambitieux, je pense, très compliqué à pull off. Là, ils avaient un push sur beaucoup de youtubeurs. Il y a toujours un enthousiasme chez les gens qui ont envie de s'intéresser à un nouveau jeu. Mais c'est compliqué de trouver un truc qui est suffisamment similaire à Warhammer pour intéresser les gens, suffisamment différent pour que ça ait un sens de jumper. Là, ils ont trouvé un bon univers. Le concept, c'est un peu la Première Guerre mondiale, mais avec des démons et des sorcières, quoi. Donc compliqué. Ce qui nous amène, tu as deux autres suggestions, Alexis, mais jusqu'ici, on n'a pas des business qui sont incroyables pour que les auditeurs puissent se faire un max d'argent avec cet épisode. Non, et d'ailleurs, les jeux, la plus grosse boîte concurrente à Games, c'est une boîte américaine qui s'appelle Atomic Mass Game, qui a des licences notamment comme Star Wars, comme Game of Thrones, etc. Mais pour moi, c'est des boîtes qui sont à perte, quoi. Enfin, je vois pas. Tu vois, Trench Crusade, comme d'hab, le papier, c'est cool. L'hype, 3,3 millions. Moi, j'en ai parlé dans mon cercle de jeux, dans mes assos, en mode les gars, est-ce que ça vous tente de tester? Et tout le monde me dit, mais gars, on n'a déjà pas le temps de jouer à 40K à Warhammer. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à apprendre d'autres règles, quoi, tu vois? Donc en fait, c'est. Et les commentaires, ils sont assez négatifs aussi. Hein. J'avais regardé un peu les commentaires, quasiment tout le monde est déçu. Apparemment, la qualité des miniatures n'est pas assez bonne. Ouais. Ouais, ça semble pas être un gros succès. Moi, il y a deux autres. Alors, il y a une première idée de business qui est un business qui existe aujourd'hui, c'est toute la partie business autour de la peinture de professionnels. Donc, c'est-à-dire que il y a des peintres pros qui vivent de cette activité-là. Leur job, c'est toute la journée de peindre des figurines pour des gens qui ont de l'argent et qui n'ont pas le temps de peindre. Donc, en fait, concrètement, Stan, tu deviens peintre pro, je t'envoie mes figurines. Et je te dis, voilà comment je voudrais les avoir, je voudrais les peindre de telle manière, etc. Peins-les-moi et tu vas me dire, ok, ça coûte tant et globalement, c'est vraiment un business de service. C'est pas un business sur lequel tu vas gagner beaucoup d'argent, sauf si à mon avis, Ça, tu réfléchis pas. De quoi? Faut l'outsourcer. C'est là que tu fais un atelier de malgache où tu vas à Bangladesh et là, tu peux leur doubler leur salaire comparé à ce qu'ils font habituellement. Et là, t'as de la scale, quoi. Là, t'as quelque chose. Et en plus, tu mixes ça potentiellement avec, puisque tu es peintre pro, tu streams, tu fais des vidéos YouTube sur, voilà comment j'ai traité telle et telle commande client. Tiens, je me fais un petit défi. Mon client avait besoin de ça pour un tournoi dans 48 heures et voilà comment je lui ai peint le truc, etc. Et derrière, tu vends de la formation pour des gens qui n'ont pas l'argent de T'as te une payer. fille qui fait ça sur les sneakers. Je sais pas si vous l'avez passé. Ça fait des millions de vues à chaque fois. Où en fait, elle personnalise, elle peint les sneakers. Elle les prend en vidéo et effectivement, les gens surkiffent. En fait, c'est ce avant-après, quoi. T'as un effet quand même qui est très fort à ce niveau-là. Ouais. Et du coup, tu vois, et donc dans un business comme celui-ci, à la limite, la partie peinture pro et donc la partie business de service, c'est un peu ta vitrine sur lequel tu vas prendre très peu de clients, peut-être des projets un peu particuliers où les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent. Mais en fait, ta malle financière, elle se fait sur la partie formation, quoi. Formation, tu peux faire du coaching, tu vois, tu peux faire des sessions de coaching, des ateliers même en physique si tu es dans une ville un peu type Paris, etc. Euh,
Et je pense Et que tu c'est penses un que la business. partie formation peinture, ça marche bien? T'as eu des retours là-dessus? J'avais très vite fait regarder, mais j'avais pas un sens énorme de l'échelle du truc. Ouais, alors ça dépend, c'est comme d'hab, qu'est-ce que tu appelles, ça marche bien? Pour moi, c'est ça marchouille, quoi, parce que les gens sont pas des marketeurs de base, tu vois? C'est ce qu'on se disait, c'est souvent, Hmm. des mecs un peu tech, geeks et cetera et qui ont pas forcément les codes. Il y avait une formation pour la petite histoire que j'avais pris il y a ouais, je pense que ça remonte à 4 5 ans. Le gars était sur Schoolmaker. C'était un Français. Hem Et tu vois, je pense que sur un lancement, à l'époque, il lançait ça, je pense qu'il devait faire peut-être, 20 000 ou 15 000 20 000 € avec un lancement. Donc c'est pas non plus, Hmm. monstrueux, mais il a pas les codes marketing. Mais tu vois, pour des peintres pros qui, globalement, c'est un métier Ça reste précaire, quoi. potentiellement la meilleure opportunité dont on a Oui, parlé, à part peut-être le Patreon avec des fichiers d'impression 3D, pour monétiser si tu es un créateur de contenu finalement. Comme souvent, on retombe sur la formation comme utilisation pour les créateurs de contenu. Là, c'est un peu moins évident parce que c'est un hobby, il n'y a pas un côté. Le besoin n'est pas aussi évident, mais les gens sont extrêmement impliqués. Un peu comme les trucs, genre le golf, tu vois, qui est depuis très longtemps, depuis les années 70, un énorme domaine où ils vendent des formations à correspondance. D'ailleurs, je me dis, putain, t'es en 1970, t'achètes un truc par correspondance sur le golf, tu reçois un booklet, mais comment ça va t'aider quoi, avec des diagrammes et tout? Comment tu fais? Là, au moins, t'as des vidéos. Euh, ok, donc, ouais, et les formations. ouais et je pense qu'en plus, même si tu pas toi-même peintre, en fait, je pense qu'il y a un business à faire, tu vois? Si moi j'avais le temps, je pense que je m'affilierais avec, quelques peintres français qui sont bien connus, qui sont reconnus et cetera et je leur dirais: «Écoute, je m'occupe de tout le setup, je m'occupe de toute la partie technique, je filme et cetera, je fais tout le marketing. Toi, ton job, c'est de faire le cours, et limite, je viens chez toi, on se prend, une journée et on filme tout, sur, tel sujet, machin». On choisit des sujets un peu niche et comme ça on essaie de créer des séries et je te donne, en vrai, je te donne 20-30. Les mecs sont refaits, tu vois? Et en vrai, tu as un business, à mon avis, tu peux créer un side business assez facilement là-dessus, quoi. Si toi-même, tu es Ok. un peu dans le milieu, mais que tu pas peintre pro, tu vois? La barrière à l'entrée, c'est pas genre, il faut que tu saches peindre pour faire de la formation versus, par exemple, bah, je sais pas, tu fais une formation YouTube ou moi je fais des formations freelance, si j'ai pas été freelance avant, c'est un peu bancal, tu vois? T'as une dernière idée qui s'appelle les Gentlemen Wargamers. Ouais, c'est une niche dans une niche, notamment sur ceux qui sont contre le compétitif. Ils sont plutôt en mode, on joue à Warhammer pour vivre une expérience, pour se plonger dans un récit, pour avoir des belles tables et cetera. C'est souvent ce qu'on appelle les gentlemen wargamers et notamment, il y a une chaîne YouTube, en France qui est très là-dessus et qui est vraiment cool, qui s'appelle Planet Wargame. Hem Et il avait un projet et je trouve le projet assez cool et je me dis: «Si tu as un peu d'argent, que tu as un peu de cash», tu vois? Typiquement, tu as un game, et tu te verses, 100 000 000 de dividendes, tu sais pas quoi faire de cet argent-là. Je pense qu'il y a un concept à aller chercher où, alors c'est plutôt un concept d'immobilier pour le coup, plus que de Warhammer, mais, on va dire que la devanture est plutôt Warhammer, mais en gros tu rachètes, tu vois d'anciens bâtiments ou des hôtels un peu, tu vois à moitié en faillite ou un peu dégueulasses, tu vois? Il y en a quelques-uns par exemple là où j'habite et en fait tu rachètes ça et tu en fais un peu l'antre du wargamer, tu vois? Où tu as, des salles de jeu, un côté un peu bar où tu peux aller lire, tu vois, tu prends ton petit verre de whisky, ton cigare et puis tu vas lire un peu de lore et surtout tu as des ateliers de peinture et tu as des propres chambres où tu peux te dire: «Vas-y, je viens une semaine et je suis qu'avec des gens qui sont dans le même délire que moi et vas-y, j'ai toute ma pile qui traîne et je me laisse une semaine» et en fait je me lève, je mange, je dors Warhammer pendant une semaine et ça, je pense qu'il y a un discours très, très bon à pousser auprès des parents. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas mal de gens autour de moi, qui sont papas et c'est toujours une galère, en fait. Une galère d'orgas, parce que c'est une passion qui prend du temps, entre les déplacements en tournoi, le soir, il faut peindre et cetera et c'est toujours des négociations, enfin, en tout cas, de ce qu'on me raconte, c'est toujours des négociations de, «OK, je pars ce week-end-là, mais du coup, bah, le week-end d'après, je peux pas parce qu'il faut que je garde les petits» et cetera et donc là, de te dire c'est vraiment ta semaine à toi, où il y a pas les enfants, et c'est vraiment tu vis ta passion. Je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer, tu vois, limite un peu en mode bootcamp, je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer très cher. Ça reste un business plutôt d'immobilier et d'hôtellerie, quoi, tu vois? Mais je me dis qu'il y a un truc sympa à créer avec un univers et tu franchises ça dans des grandes villes, ce qui te permet de voyager aussi à travers le monde et d'avoir des bonnes excuses pour y aller. Je sais pas, moi je trouverais ça cool. Un peu comme les retraites Vipassana, mais version wargamer, tu vois?
Sinon, t'en fais une croisière, un peu comme la Ah, croisière Disney. En fait, c'est le même concept. ah c'est pas mal, Croisière, ouais. c'est génial parce que du coup, les gens sont captifs, tu vois. Ouais. Tu fais, hey, Mhm. tu veux boire, tu veux manger ton repas Space Marine, ça sera à 35 euros. Le mec, il fait, bah écoute, j'ai nulle part où aller. Tu connais, c'est la stratégie de Disney, quoi. Une fois que t'as chopé les gens, et ouais. Et tu mets une Le, boutique le- sur la croisière, bien sûr. bien sûr, bien Et- sûr. Ils sont assez forts au niveau produits dérivés, hein. La dernière fois que j'étais dans une boutique Warhammer, je suis reparti avec une bougie, mec. Donc, Oh non, les ils sont bougies quand même assez senteurs? C'est forts. les Ouais. bougies qui sentent, c'est Il y a, ça? il y a des, il y a des bougies avec des odeurs et tout, genre. En mode, tu vas sentir comme un Space Marine. Les produits dérivés sont assez marrants. T'as des trucs normaux, tu vois. T'as genre, ok, bah voilà, voici un t-shirt, voici un porte-clés. Et ils sont genre, hey, tu veux une bougie? Tu veux un décapsuleur en forme de pistolet bolter? Il y a des trucs assez marrants. Et il y a même Euh, des produits Tu veux une exclusifs peluche en fonction des gobelin conventions. Père Noël? Ouais. Voilà. Ouais, mais il y a peut-être un truc, ouais. Bah, en tout cas, voilà, si jamais vous avez un peu d'argent, je pense qu'il y a un concept. Et moi, alors, j'avoue que, tu vois, je me dis, je sais pas, je cash out, j'ai allé 3-4 millions, ce qui est globalement peut-être un peu plus, le coût de. Non, peut-être un peu plus. On va dire peut-être 5-6 millions, qui est le coût d'un rachat d'un petit hôtel Mhm. avec 10-15 chambres. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa, tu vois. Tu fais ça dans une grande ville pour commencer. Tu prends pas trop de risques. Je pense Hmm. que tu peux aussi, tu sais, en France, tu peux louer ou retaper des châteaux pas très chers. Le setting est parfait, quoi, potentiellement. Et il y a peut-être des trucs à faire aussi autour de ça, quoi. Ouais, et puis tu as tout le lieu, tu vois. Les grands jardins, Ouais. le château, enfin, tu vois, t'as toute une histoire un peu à raconter. Euh, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc assez cool, quoi. Et même pour une boîte qui fait autant de profit, même avoir un mini parc, t'as besoin de faire un truc énorme, mais un mini parc d'attractions autour du thème. Tu vois, il y a des trucs aussi Donc, potentiellement à faire je crois aussi. qu'ils ont un truc du coup dans leur bureau, c'est ça. Il y a un truc qui s'appelle Warhammer World. Ok. Alexis, je sais pas exactement si tu sais ce qu'ils ont là-bas. Ouais, Mais il y a c'est. un truc qui s'appelle Warhammer World qui est assez connu comme étant une espèce de pèlerinage au UK. Du coup, ça doit être à Nottingham, c'est ça? Ouais, ça se rapproche de ça, du Ouais, coup. c'est juste Ouais. à côté. C'est un peu Ouais. une Et idée. effectivement, c'est le lieu de pèlerinage où tout le monde a envie. Enfin, tout le monde veut y aller au moins une Une fois fois. dans sa vie. J'y suis jamais allé encore. Peut-être que Stan, on se coordonnerait, on ira. Mais en gros, l'idée, c'est que t'as à la fois. C'est une sorte de gros musée géant où en fait, t'as plein de dioramas, donc c'est des scénettes issues du lore avec les figurines, etc. T'as un bar qui est très connu enfin qui est connu dans l'univers parce que c'est un truc un peu à l'ancienne, etc. Mais c'est rien enfin, il y a une boutique et voilà quoi. T'as une boutique où t'as des trucs exclusifs que tu ne trouves que là-bas. Et donc pareil, il y en a qui se déplacent jusque là-bas pour acheter certains trucs très exclusifs. Mais oui, c'est pas non plus un truc waouh quoi. En fait, c'est assez ouf parce que t'as l'impression de l'extérieur que c'est vraiment une boîte artisanale, même d'un point de vue marketing. Enfin, c'est du blog. Ils font quelques vidéos YouTube, mais en fait, ils ont pas poussé le truc alors que, enfin, il y a tellement de trucs à faire, quoi. Je veux dire, il y aurait tellement de trucs à faire. Ils font quelques séries animées, mais c'est un peu cheap. En fait, je trouve qu'ils poussent pas. Ils sont encore, j'ai l'impression qu'ils sont coincés dans le côté très artisanal qu'ils étaient quand ils étaient dans les années 75-80, où en fait, c'est juste trois gars qui faisaient des figurines dans leur coin et éditaient des jeux de société. Et puis en fait, j'ai l'impression qu'ils ont gardé cet esprit-là, ce qui est à la fois bien. Mais du coup, bah, ça manque d'agressivité marketing, quoi. Et moi, j'ai un peu ce biais-là, quoi. Alexis, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on dit aux gens pour terminer l'épisode? Parce que on leur dit de suivre tes tournois, on leur dit d'aller sur Juste ton un dernier site. truc. Vas-y, Paul. T'as noté que depuis 7 ans, tu mesures ton temps de façon religieuse. Ce qui est exactement comme Stan d'ailleurs. Donc en fait, vous Ouais. êtes vraiment les deux pareils, quoi. Je pense que le niveau d'autisme sur cet épisode, on l'a jamais encore atteint. Donc, qu'est-ce que tu retiens de cette année où tu as mesuré ton temps? Combien de temps tu as joué à Warhammer? Est-ce que tu le sais? Ou tu mesures que la partie pro quand même? Euh, j'ai jamais osé mesurer le temps que je passe sur les Warhammer parce que je pense que c'est comme j'ai jamais osé, j'ai une idée vague, mais je n'ai jamais traqué mes dépenses sur Warhammer. Je pense que ça me mettrait un coup. Mhm. Et tu vois, rien que d'y penser là, ça me crée un petit frisson, tu vois. À l'approche de Noël, ça me crée un petit frisson. Mais tu vois, en termes de temps, je pense que si ma compagne m'entendait, elle me tuerait, quoi. Mais je pense qu'elle me dirait que je suis pas réaliste. Mais je pense que je passe au moins 10 à 15 heures par semaine minimum, quoi. Et je pense que je Ok. sous-estime un petit peu sur certaines semaines.
Et en termes de travail, tu sais après comment tu découpes ton temps Et ouais, dans ton en activité? termes de On n'a travail, pas parlé, mais alors cette année était peut-être l'année où j'ai un peu moins bossé. En fait, d'année en année, j'ai l'impression il y a des pics, mais je tourne toujours entre, si je prends une fourchette large, entre 1200 et 1600 heures par an, à peu près. Donc je sais plus combien ça fait à peu près par mois, mais c'est pas si élevé que ouais, ça ça. dit 4 heures par jour, peut-être 6 heures par jour de travail, environ 5-6 Ouais, heures par peut-être jour un de peu travail, je moins, ouais. pense. Ouais, un petit peu moins, ouais, à peu près, de travail Est-ce que, effectif. Stan, vous avez déjà comparé vos toggles? Est-ce que tu utilises toggle aussi Ouais, ou pas? Ou tu utilises ouais, autre ouais, chose? ouais. Non, on l'a jamais Alors, fait. est-ce que vous faudrait que vous compariez vos toggles C'est très respectifs très et voir. personnel, Paul. C'est très C'est très personnel ce que personnel tu es en le train toggle. de demander. Ah oui. Là, c'est notre jardin secret, quoi. Ah là là, on n'est pas à ce niveau d'intimité, hein. On va peut-être aller à Warhammer World et partager une chambre et ensuite on parlera de si on se monte nos toggles, hein. Tu sais combien tu passes de temps, toi, sur des Warhammer ou pas, Stan? Euh, en gros, moi je suis pas toujours en train de peindre parce que du coup, moi je joue à un jeu où, tu sais, tu peins 10 manos et après tu peux jouer autant que tu veux, quoi. Ouais. Moi je suis T'es encore dans généralement. l'antichambre, toi. T'as pas encore passé le pas. Ouais, c'est ça. Tu vois, en gros, si je suis en train de peindre une kill team, ça va te prendre au total entre 10 et 15 heures, mais moi ça me prend 3-4 semaines de le faire. Et après, si je vais jouer le dimanche après, mais je fais 2 parties, j'y passe 4 heures, 4 heures et demie, tu vois. Donc, comme je suis pas constamment en train de peindre, ça varie, tu vois. Mais j'ai pas toujours des trucs à faire. Sinon, ouais, quelques heures. Après, si t'ajoutes... en fait, du coup, je gravite pas mal. Vraiment, mais maintenant, mes vidéos YouTube... Tu sais, parfois, tu connectes sur YouTube et tu dis, ouais, je vais me cultiver, je vais apprendre un truc, je vais cliquer sur une vidéo business. Et parfois, tu cliques tu vas sur YouTube avec l'intention exacte de pas regarder une vidéo business. Et du coup, je gravite vachement vers les vidéos Warhammer. Je trouve que les vidéos de peinture, tu regardes un mec peindre un truc que tu vas... Un tutoriel de peinture, c'est un truc que tu vas jamais faire. Je trouve ça vraiment très, très zen. En général, la peinture, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la peinture, c'est vraiment un truc, une expérience très intéressante qui est très zen. Pour moi, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais c'est la course à pied. La course à pied est un truc qui est sur la surface éminemment chiant. Il se passe absolument rien et c'est très répétitif. Mais il y a un truc où le fait d'avoir cette activité physique qui, justement, est relativement répétitive et qui ne consomme pas beaucoup d'espace mental, te rend zen. Parce que si tu fais absolument rien, tu penses à un milliard de trucs, mais c'est vraiment le sweet spot entre ça occupe un petit peu, mais en même temps, ça te charge pas le cerveau. Et pour moi, la peinture, c'est un peu ça. Donc, du coup, je gravite aussi pas mal sur un peu les vidéos de peinture et tout. Voilà, quand j'ai envie de me vider la tête, je trouve ça assez relaxant. Mais c'est vous qui parliez d'une étude qui expliquait que tous les sportifs ou les entrepreneurs qui avaient des activités hobby à côté qui n'ont rien à voir avec leur business sont des gens qui sont naturellement plus productifs et plus performants. Je sais pas si c'est dans ce podcast ou peut-être dans My First Million, je sais plus. Mais du coup, je trouve que enfin, Non, mais je prends note. C'est Merci un peu nous, mais pour mes justifications pour personnelles. justifier, c'est Ouais. ça. je te donne que Mais je pense, non, il y a le fait de, un peu de calmer son système nerveux. Je pense qu'il y a quelque chose comme lié à ça, de se perdre dans un truc un peu répétitif, un peu méditatif. Je pense que c'est un truc que beaucoup, que tu as besoin de rechercher pour avoir une sorte d'équilibre et pas être tout le temps avoir une niveau de cortisol qui explose, quoi. Mais toi, à la place, Paul, Donc ça a tu du vas sens. taper des gens pour de vrai. Nous, on tape des gens pour de faux avec des petites figurines en plastique. Toi, t'es là sur le ring à mettre des patates, quoi. Enfin, il y a quand même, un autre Et ça niveau. réduit aussi, en fait, tu peux le voir dans les deux sens, tu peux tirer soit, en fait, tu montes ton niveau de cortisol tellement élevé que comparativement, le business, ça te paraît rien, soit tu fais une activité qui littéralement baisse ton niveau de cortisol, tu peux choisir sous quel angle t'attaques ça, quoi. Mais ouais. Voilà. Mais ça reste un peu le seul truc où, en tant que mec, tu peux dire, hé, regarde ce petit truc que j'ai fait, regarde mon coloriage. Et tout le monde, ah, c'est bien ce que t'as fait. Tu vois. Ah, il y a Tu- un si, truc créatif un peu. Ouais. ouais, si genre, si je faisais de la poterie à la maison, je sais pas comment je vais faire. Regarde, j'ai fait de la poterie et tout. Mais si t'es dans Warhammer et tu vas au truc, tu fais, oh, regarde, j'ai fait un nouveau mec. Ah, cool, t'as fait un nouveau mec et tout. Les gens sont vachement positifs, ils sont C'est un contents. soldat, un space marine. T'es comme un enfant, tu sais, qui monte son coloriage et tout le monde te dit toujours que c'est bien ce que t'as fait. T'es vachement content. Je trouve ça très, Mais très tu vois, marrant. là-dessus, Euh, c'est à la fois un peu caricaturé en mode ok, c'est des énormes geeks qui jouent dans des salles où ça pue la transpi machin. Je te caricature le truc. Pour des gens qui sont, euh, ouais, qui sont là-dedans, enfin qui sont pas là-dedans. Et en même temps, quand tu montres soit des vidéos où, je sais pas, moi, tu vois, j'ai Mhm. quelques figurines qui traînent sur les étagères et que j'ai des potes qui sont pas du tout dans le milieu et qui viennent parfois, tu vois, qui me disent en fait, t'as tout de suite un truc d'émerveillement beaucoup plus que par exemple, t'as monté un truc Lego, Mhm. ok, super. En fait, les gens s'imaginent qu'il y a et c'est un peu le cas, mais qu'il y a une barrière à l'entrée. Donc, je trouve qu'il y a un truc qui joue, c'est que
tu as beaucoup plus de critiques de personnes qui n'ont jamais été, par exemple, devant une boutique ou qui ont jamais vu, qui se disent juste dans l'imaginaire, c'est des mecs qui jouent avec des petits trucs en plastique euh, pendant 4 heures, etc. Je trouve que le rapport change quand les gens vont dans une boutique pour la première fois, prennent une figurine en main, etc. Tu as un rapport qui change beaucoup et les gens comprennent un peu mieux là-dessus, quoi. Moi, je le vois un petit peu. Et c'est vrai que c'est le truc que tu Et aimes il y a un bien. élément psychologique dont on n'a pas parlé. Il faudrait que je regarde s'il y a des études là-dessus. Mais les trucs miniatures est naturellement fascinant pour tout le monde. Ouais. Pas forcément les petits soldats miniatures, mais les miniatures. À Taïwan, il y a un musée de la miniature. Et tu peux amener ta femme au musée de la miniature. Et elle va passer 2 heures à regarder. C'est des petites maisons de poupées, en fait. Des petites maisons de poupées avec des trucs qui sont faits en miniature. Mais tu prendre un truc et le mettre en miniature. En Thaïlande, quand tu vas dans tous les marchés, il y a des mecs qui te vendent des petites miniatures genre de mango sticky rice, de pad thai, une petite bouteille de Coca-Cola. Tu vois, il y a un truc où tu vois une petite bouteille de Coca-Cola. Il y a un côté naturellement fascinant sur les miniatures. Indépendamment de ce que c'est, en fait. Qui marche sur tous les âges. Tu vois, les enfants, ils vont dire « Ah, trop cool !» Un truc miniature et ça marche pour tout. Et pour certains, ça va être, pour ça va être les voitures. Il y a des gens qui collectionnent les tanks. Au Japon, il y a aussi beaucoup ça. Ils collectionnent des tanks ultra réalistes de la Seconde Guerre mondiale, des avions, des bateaux, les bateaux dans les bouteilles. Enfin, tout le truc miniature, je trouve qu'il y a un truc naturellement fascinant et qui joue aussi là-dessus. Et qui est fondamentalement inexplicable, quoi. Je sais pas pourquoi un truc miniaturisé, Je pense que c'est naturellement, tu as surtout envie de le regarder et tu as été un peu fasciné par. C'est un retour à l'enfance, quoi. Parce que Ouais. forcément, t'as jamais joué avec des vrais tanks, parce que c'est un peu compliqué mécaniquement, tu vois. Donc, tu as un retour à l'enfance et aux figurines avec lesquelles tu jouais, qui, je pense, joue beaucoup si t'as un appel par rapport à ça. Bah moi, ma théorie, c'est que tous ceux qui sont dans les Warhammer sont des gens qui étaient très contents d'être des enfants, quoi. Qui veulent parfois un peu s'émanciper de la vie d'adulte et toutes ces contraintes. Et tu vois, quand tu discutes avec quelques personnes, t'as quand même ce truc-là, quoi. Mais du coup, Stan, bah, on attend la chaîne YouTube, on te voit peindre, on te voit faire du lore et puis des parties, quoi. Et le problème, c'est que du coup, j'ai regardé le business autour de ça et je me dis, bah, c'est pas ouf comme niche, quoi. Peut-être faire une chaîne YouTube sur les meilleures cartes bleues, quoi, parce que c'est compliqué. Non, honnêtement, moi, c'est un truc que j'ai regardé, je me suis dit, ça peut être marrant et tout, mais je vois pas trop l'opportunité. Et pour le coup, le level, là, j'ai parlé de l'opportunité de monétisation, mais je trouve que le level en termes de production de contenu sur le Warhammer Game, notamment anglophone et tout, que j'ai regardé, à la fois en termes de peinture, la valeur de production et de jeu, etc., tu sens que c'est des gens qui sont passionnés, qui du coup, n'ont pas besoin de faire tant d'argent que ça pour surkiffer leur truc et pour mettre Et c'est le pire, des c'est en termes de dizaines d'heures, quoi. compétition. Ouais. C'est les gens qui kiffent et qui en plus sont même pas cupides. Ouais. C'est là que vraiment, Vraiment, c'est de la concurrence déloyale là pour le coup. Le niveau, ouais, exactement. C'est la concurrence déloyale. Vous êtes trop passionné. Trop passionné, Ouais. pas assez cupide. Ouais, et je trouve que vraiment le niveau de talent et en termes de miniature, d'accroche et tout, je trouve que vraiment le YouTube game est très sophistiqué sur cette niche. Même parfois, ouais, sur des gens qui font 20 000 vues par vidéo, tu te dis putain, c'est. Parce que pour tourner une vidéo de peinture, logistiquement, c'est compliqué, quoi. Faut que tu aies suspendu ta truc à l'envers. C'est compliqué de s'assurer que ça soit dans le champ. Faut ensuite pouvoir le monter. Faut avoir un storytelling dessus. Il y a une chaîne. Par contre, le truc où ils sont nuls, ils ont tous des noms de merde. Ouais. Toutes les chaînes YouTube Warhammer ont des noms de merde. Et ils s'appellent genre Tabletop quelque chose. Il y a Mountainside Tabletop, Tabletop Type, Tabletop Night. Ils ont tous, tu sais jamais, même si tu aimes bien leur chaîne, tu connais la tête du mec, tu te souviens pas du nom de sa chaîne. Le seul qui est bien, c'est Squidmar. Squidmar, c'est vraiment pas mal. Et il y a une chaîne qui Qui s'appelle. prend les codes marketing d'ailleurs. Ouais. Mais ils sont généralement bons sur les codes marketing, ils sont pas bons sur les titres. Il y a une chaîne qui s'appelle genre Game Night, je crois, ou un truc comme ça. Et en gros, ce qu'ils font, c'est chaque partie qu'ils font, ils ont une table différente, ils ont imprimé en 3D toutes les figurines, ils font des thèmes, ils jouent un genre. Le dernier qu'ils ont fait, c'était genre, ils avaient imprimé des figurines pour représenter tous les rôles de la carrière de Arnold Schwarzenegger. Déjà, où est-ce qu'ils ont trouvé leurs figurines? Ils ont imprimé, ils les ont peints pour genre une vidéo. Ouais. Où ils font un game, c'est genre Arnold Schwarzenegger, mais c'est un slasher, mais tous les mecs, c'est Arnold Schwarzenegger qui se font slasher. Enfin, ils ont des concepts à chaque fois absurdes. Et vraiment, le boulot custom, et tu dis, bah ok, bah il y a 60 heures de boulot dans cette vidéo, juste pour arriver au moment où tu vas tourner, quoi. Et chaque vidéo, c'est différent. Et je vois les vues que les mecs ils font. Bon, bah ils vont faire 200 000 vues sur leur vidéo, tu vois, mais
dans l'absolu, c'est pas des volumes énormes, mais ils sont tellement passionnés qu'ils vont continuer à faire ce modèle. Tant que littéralement, ils peuvent se payer, ils vont continuer à le faire, quoi. Ils vont pas se demander, mais pourquoi je passe 100 heures sur une vidéo voilà, ils ont juste kiffé leur life, quoi. Donc c'est là où je trouve que le YouTube Warhammer fait peur, tu vois, en termes de aller concurrencer ça. Mais je pense qu'il fait peur parce que on l'aborde, nous, avec une logique productiviste et héroïste assez rapide, tu vois. Parce qu'on se dit, en fait, on a déjà des business où, où on a productisé le truc et Mm. telle action, on anticipe ce que ça va nous rapporter, etc. Et je pense que, tu vois, sur une niche et sur un hobby comme celui-ci, je pense que ça peut pas forcément fonctionner à long. Enfin, tu vois, si on arrive en se disant, OK, on lance une chaîne YouTube, dans 3 mois, l'objectif, c'est de faire ça, etc. Je pense que ça fonctionne pas parce que, ouais, tu vois, il y a des mecs, genre, un Domitus, en France, une vidéo, c'est à peu près, 4 à 6 mois de taf à temps plein pour écrire une vidéo, tu vois? Tu Tu te dis, genre, tu fais une vidéo tous les 5 mois, tu es full time dessus et tu vas avoir un Patreon et donc en fait, c'est plutôt des gens qui se disent, et c'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Le pattern, en tout cas en France, j'ai un peu moins digué le passé des Américains parce qu'ils en parlent aussi un peu moins et c'est peut-être, moins récent. Mais c'est souvent en mode, on faisait des jobs de merde, genre on était, à la technique chez LVMH, on faisait un job alimentaire qui était nul et en fait, on gagne peut-être la même chose qu'avant, mais nos journées sont folles, quoi. Et eux sont Ouais. vraiment dans une logique de genre, plaisir avant le cash et le cash, bah, on se démerdera toujours pour, faire un petit up à la communauté et essayer de vivoter un peu comme on peut, tu vois? Donc cette chaîne incroyable qui fait des tables différentes pour chaque partie, qui fait des Ça vidéos s'appelle comment, ouais? d'1h30 et tout, s'appelle Games Night. C'est vraiment le truc où les noms, mais Games Night, mec, je me souviens plus, ça s'appelait Tabletop Night ou quoi. Ils ont une série que j'adore, parce que du coup, on a parlé tout à l'heure du Seigneur des Anneaux. En gros, ils refont le Seigneur des Anneaux, mais ils partent au départ avec la communauté de l'anneau normale, et à chaque partie, quand il y a des mecs qui meurent, ils les ramènent pas sur la partie suivante. Et donc, du coup, dans le premier épisode, genre Gandalf meurt et genre Frodon meurt. Et donc, du coup, c'est Sam Gamgee qui doit porter l'anneau. Et ils font cette série depuis des années. Et à chaque partie, ils ont une nouvelle table, un nouveau terrain et tout. C'est un Je peu du trouve jeu de le rôle, niveau quoi. d'effort ouais, exactement. Mais ils font une des séries qui a très bien marché pour eux. C'est Warhammer, mais en Lego. Ils construisent une table entière de Warhammer en Lego. Ils construisent tous les Warhammer en Lego et ils jouent en utilisant les règles de Warhammer, mais avec des Lego. Et du coup, c'est destructible et tout. Mais tu dis, le niveau d'effort pour refaire une table Warhammer en Lego, mec, c'est absurde. Et c'est même pas leur truc principal, tu vois. Ils vont faire ça pour une vidéo et demain, ils auront un autre concept Warhammer. Et je me dis, ouais, le niveau d'effort est incroyable. Et du coup, j'admire vraiment, tu vois. Et tu dis, ils arrivent à payer 2-3 salaires avec ça et ils sont super happy et voilà. Donc, Ouais, tu vois, je vois et du après, moi, je trouve Jurassic ça bien Park. ouais, exactement. Jurassic Park, Marc, du coup, ils ont dû faire tous les personnages de Jurassic Park en miniature. Déjà, comment ils ont fait? Où est-ce qu'ils les ont trouvés? Je sais pas, tu vois. Il y a peut-être des fichiers qui traînent, je crois que ils doivent modéliser leur propre truc ou faire du kit bash pour faire leur propre miniature et tout. Voilà. Je pense, du coup, c'est bien de se dire, voilà, un truc dans lequel je gagnerai pas d'argent avec ça et c'est vraiment une passion que j'ai en tant que voilà, consommateur et au moins ça te vaccine de ça, quoi. Écoute, Alexis, qu'est-ce qu'on fait? On dirige les gens vers t'as écrit un livre, t'as un site, c'est quand même cool que tu mentionnes où les gens peuvent te retrouver s'ils sont Ouais, intéressés par tout ce que tu fais autour du freelancing. ouais, bah, s'ils sont intéressés par le freelancing, effectivement, j'ai écrit un livre qui s'appelle, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. D'ailleurs, le titre est un hommage au livre dont vous êtes le héros, par Ian Livingstone, où tout est assez lié, il y a quelques easter eggs. Et puis sinon, bah, sur le site Tribu Indé où moi je suis plutôt actif je suis plutôt de la team LinkedIn. Et pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici, qui n'étaient pas trop plongés dans l'univers Warhammer, un truc que je peux leur conseiller, c'est de regarder sur YouTube, une série qui est en libre accès, qui a été fait par un fan qui d'ailleurs depuis a été recruté par Games, qui s'appelle Astartes, Astartes. C'est une série en 3-4 épisodes. C'est de l'animation, donc en fait, même si vous n'êtes pas fan, ça peut vous montrer un petit peu à quoi peut ressembler l'univers, Warhammer et ça vous permettra de prolonger l'expérience, cette fois-ci visuelle, après ce podcast-là. Merci à toi. À Salut, bientôt. ciao.